On a fait un moment un pitch pour Y Combinator où tu nous vois, tu as l'impression que c'était 3 financiers qui pitchaient la boîte à un incubateur. Enfin, mais on a appris. Je pense que là, on a été très, très fort. C'est qu'on s'est pris une énorme claque. Et on a refusé. Je t'ai dit, la première année était très dure. On a refusé de mourir la première année. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Guillaume Jacquet, co-founder chez Vasco, une plateforme de RevOps pour optimiser ton go-to-market. On parle de son parcours insane, d'investisseur à co-founder de Chronogolf, à son exit à Lightspeed. On parle aussi du insight de go-to-market qui l'a mené à lancer Vasco. Puis au passage, il me school sur une tonne de trucs en croissance puis en financement SaaS. Des fois, je me pince à voir la qualité des invités puis des discussions que j'ai chaque semaine. Alright, on passe au show. Let's go! Me semble quand le temps même est facile. J'suis grateful pour ma life, j'suis grateful pour ma vie. Ouais, c'est quand je vois les bails qui se passent nouvelles. J'me dis qu'on n'est pas péri, c'est que mon univers me semble qu'on est posé. Guillaume Jacquet, bienvenue sur Ça se passe. Je suis ravi d'être là. Merci d'être venu. Je suis vraiment, vraiment content qu'on prenne le temps de se parler one-on-one sur le pod. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, t'es qui? Tu me ferais-tu un résumé en raccourci, mettons, de ton parcours pour qu'on ait une idée du profil? Oui, alors moi, je suis un des rares personnes qui a fait le chemin inverse de l'entrepreneur. Donc, en fait, j'ai commencé en finance, puis après, j'ai migré en investissement dans un fonds de capital de risque à Montréal qui s'appelle Terralis. Ouais. Et puis après, je suis devenu entrepreneur. Et puis, bon, voilà, j'ai eu le bug de l'entrepreneuriat et puis j'ai continué. Donc, maintenant, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Vasco, entreprise montréalaise en SaaS. Puis Vasco, si tu me faisais un elevator pitch rapidement. Ouais, en fait, Vasco, c'est un produit qui émane de mon expérience en tant qu'entrepreneur et avoir aidé des entrepreneurs à essayer de mettre en place la commercialisation de leurs produits. Et donc, il y a tout un système et des mécaniques. Et Vasco, en fait, c'est le produit qui va t'aider à scientifiser, en fait, la commercialisation de ton produit et de ton entreprise. Donc, voilà. Donc, il y a une méthode derrière tout ça et Vasco, c'est ce produit-là. Fait que dans toute la trend, la tendance de go-to-market engineering, ça peut s'inscrire beaucoup là-dedans. C'est exactement ça. C'est un produit pour mettre ça en place. Et puis après, il y a tout un système pour t'accompagner aussi, te donner des conseils, te partager les blueprints, etc. Puis nous, on s'est connus, c'est Alexis qui nous a présenté. Absolument, oui. Alexis qui a été investisseur puis qu'aujourd'hui il est Revenue Architect chez vous, genre? Exactement. C'était le premier employé qui nous a rejoint pour notre commercialisation. Nice. Vous êtes rendu où côté financement, taille de l'équipe, grossièrement? Ouais, écoute, on vient de closer notre seed round, on a levé 8 millions de dollars et puis donc voilà, on sort de la période d'itération dans le produit avec une première cohorte d'entreprises et puis on a commencé à avoir une belle accélération, donc on a closé notre financement à ce moment-là. Puis en termes d'employés, on est un peu au-dessus de 20 employés, là on est en plein recrutement. Nice, man. 8 millions en seed dans 2025, c'est quand même legit, hein? Oui, mais c'est une belle entreprise. Ouais. All right, dude. Je vais commencer justement en rebondissant sur ce que tu as dit par rapport à ton parcours d'investisseur à founder. La question que j'ai, c'est l'inverse. En fait, tu penses-tu qu'un bon founder peut facilement devenir un bon VC? Alors, c'est très marrant comme question parce que moi, j'ai démarré ma carrière. Moi, j'étais en fusion-acquisition, donc vraiment finance. Et après, j'ai rejoint le Québec en 2011 et j'ai travaillé pour un fonds qui s'appelle Terralis Capital. Ouais. Terralis Capital, c'est un fonds d'investissement en technologie, fonds de fonds et direct. Et à l'époque, ce qu'on racontait, je pense que c'est toujours vrai, c'est qu'il faut en gros 10 millions de dollars à un opérateur ou un fondateur pour devenir un investisseur. Et par 10 millions, ça veut dire qu'il faut avoir des pertes de 10 millions de dollars pour comprendre que c'est un métier différent. Et donc, en fait, tu arrives en tant que fondateur et souvent, tu tombes amoureux du marché, tu tombes amoureux du produit, tu vois quelque chose sur l'opportunité. Ouais. Mais il y a une mécanique à l'intérieur de l'investissement qu'il faut connaître, négocier des term sheets, savoir quelles sont les clauses qui peuvent être compliquées, savoir quand faire un follow-on versus s'arrêter, savoir quand mettre des biais. Et donc, souvent, les fondateurs ont une tendance à tomber amoureux de leurs investissements et font des erreurs qui leur coûtent en moyenne 10 millions avant qu'ils apprennent. C'est vraiment intéressant. Puis toi, tu as fait l'inverse dans le fond. Fait que penses-tu que l'inverse est plus facile de passer d'investisseur à founder? Je sais pas. Ça a été très, très dur quand même. Hein. Moi, j'étais arrivé, je croyais que tu gérais une entreprise avec des cash flow statements et puis des comptes de résultats, que tu savais faire un bon plan d'affaires pour pouvoir grandir. Je me suis rendu compte que il y a quelqu'un en face, il s'appelle le client et c'est lui ton patron, tu vois. Donc, et ça change un peu le truc. Et tu sais, quand t'es investisseur, tu te dis, bon, il y a qu'à faire un produit. Mais c'est hyper dur de faire un produit. Il faut recruter des bons ingénieurs, il faut savoir quoi faire, il faut comprendre le client, le marché et tout. Et donc,
la mécanique d'être entrepreneur qui me passionne parce que c'est créatif, tu construis quelque chose, mais c'est très différent que d'être investisseur. Donc je pense que les deux ponts, en fait, c'est deux métiers différents. Sur ta première question, il y a eu des analyses qui ont été faites. Est-ce que les opérateurs sont des meilleurs investisseurs que les investisseurs de métier, ceux qui ont grandi là-dedans? Et il n'y a aucune corrélation qui est ressortie. Aucune corrélation. Donc tu as quand même des opérateurs qui sont devenus des grands investisseurs. Ouais. OK, cool. Genre Khosla, par exemple. Qui? Khosla. C'est qui? Je sais pas. C'est l'ancien CEO d'une grande entreprise aux États-Unis qui a monté un fonds qui s'appelle Khosla Ventures, qui est une des plus grandes marques de capital de risque en Amérique du Nord. Nice. Je connaissais pas. Tu as parlé d'attraper un petit peu le bug de l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que tu l'as attrapé via ton exposition à des entrepreneurs quand tu étais en investissement puis en M&A, ou tu as l'impression que cette racine-là était déjà là en toi avant tout ça, mettons? C'était là avant. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la volonté de voir qu'est-ce qui se passait derrière le fichier Excel, en gros. Et puis avant de se lancer dans Chronogolf en 2012-2013, on itérait déjà sur plusieurs idées avec des amis, avec Jean-David, Fred, qui sont deux cofondateurs, et puis Sébastien qu'on a rencontré plus tard. Mais j'avais toujours eu cette envie de me lancer dans l'aventure. Donc j'avais peut-être pris un peu le bug parce que j'étais autour d'entrepreneurs chez Teralis Capital, mais je l'ai vraiment tombé fondamentalement dedans lorsque tu le fais, quoi. C'est différent de le faire. Ben, là, tu as mentionné Chronogolf, fait que c'est une des premières places où je voulais aller. Et évidemment, c'est un des highlights de ta carrière jusqu'à présent, jusqu'à temps que tu le outshines avec Vasco. On y travaille. On y travaille. Mais la question que j'ai, c'est lancer Chronogolf, est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur ton handicap au golf? Alors, ça a eu un impact clair. J'ai arrêté de jouer au golf, malheureusement. Non, en fait, pour moi, c'était, on pourra en parler, mais l'entrepreneuriat, les gens voient souvent la partie émergée, la partie un peu shining, mais l'entrepreneuriat, c'est très dur. Et donc, moi, le golf, à partir du moment où je me levais le matin, je me couchais le soir et je ne faisais que travailler dans cette industrie et que le week-end, j'étais sur le support pour pouvoir répondre à des tickets clients, j'avais plus envie d'aller sur un terrain de golf après. J'aime les gens, j'aime cette industrie, j'adore ce qu'on a fait, mais c'est assez rigolo, c'est que les gens me posent la question et puis je leur dis qu'en fait, j'ai commencé un peu moins jouer. Mais je commence à m'y remettre un peu. Ouais, c'est ça, je me demandais. Une ou deux parties maintenant. Ouais. Puis pour les gens qui n'ont pas nécessairement suivi cette partie-là de ton histoire puis de la tech au Québec, le chronogolf, comment tu le décrirais? C'était quoi que ça mangeait en hiver, ça? Ouais, le terme technique, c'est un SaaS-enabled marketplace. Donc je vais te donner un exemple maintenant qui le décrit très simple. Réfléchis, genre par exemple OpenTable. Donc OpenTable, c'est une marketplace dans laquelle tu peux trouver tes restaurants en ligne et puis booker ta réservation. Mais derrière OpenTable, c'est aussi le logiciel qui permet aux restaurateurs de gérer l'intégralité de leur boutique. Donc que ce soit les réservations, le changement de table, les trucs, etc. Et ben Chronogolf, nous, c'était ça, mais pour l'industrie du golf. Donc, on avait le portail de réservation en ligne dans lequel les golfeurs pouvaient trouver un temps de départ. Mais surtout, la face immergée de l'iceberg, c'est qu'on avait l'intégralité du logiciel pour le club de golf, pour qu'il puisse gérer ses memberships, sa grille de départ, ses tournois, ses statistiques, etc., etc. Donc, c'est un très gros SaaS, mais qui avait également un portail de réservation en ligne, donc qui touchait le B2C. Puis tu avais multiples profils types d'utilisateurs, right? Fait que tu avais genre des gestionnaires de terrain de golf et aussi des golfeurs qui devaient l'utiliser. Exact. Puis après, tu vas encore plus loin dans les gestionnaires de terrain de golf. Tu as les golfs privés, semi-privés, publics, municipaux, etc., qui ont chacun leur dynamique. Puis ta job ou le cœur de ta responsabilité là-dedans, c'était quoi, mettons? Moi, j'étais co-CEO. Donc, en gros, la personne qui résout ou qui essaie de résoudre les problèmes les plus importants dans l'entreprise. Donc, dès qu'il y a un feu, en fait, t'es là, quoi. Mais on était co-CEO. Donc, avec mon autre co-CEO, Jean-David Saint-Martin, qui est maintenant président chez Lightspeed, on s'était un peu séparé les différentes tâches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire co-CEO? On dirait que ça fait une couple de fois que j'entends ça, puis je suis comme... C'est-tu juste comme... Ben là, les deux, on voulait être CEO, fait qu'on a décidé genre de settle puis co-CEO, ou c'est comme... C'est tellement un gros chunk que là, on dirait que j'ai la misère à comprendre. Ça reflétait la réalité de la façon dont on opérait la business. Jean-David prenait certains sujets, j'en prenais d'autres. On décidait dans nos domaines respectifs. Et tout ce qui touchait à la direction de l'entreprise, la relation investisseur, le board, etc., c'était les 4 cofondateurs, on se mettait d'accord, mais c'était nous qui faisions cette représentation. Donc, on avait séparé le rôle de CEO en deux. Mais il faut que tu saches, c'est que quand tu es dans une startup,
Le rôle de CEO, c'est pas les petits fours et aller aux différents événements de l'industrie. Hein. Ça veut dire les petits fours, Guillaume. Tu connais pas? Non, parce que Les petits fours, c'est quand tu vas prendre des cocktails et des chips pour pouvoir parler ou que tu vas faire des conférences à droite à gauche. C'est bon. All right. Je croyais que ça existait. Bah, tu vois, il me reste un peu de... Ça fait 12 ans que je suis au Québec, mais il me reste un peu de mon histoire encore. Oh, good, man. Mais t'es dans les tranchées, donc le support à la clientèle, bah, c'est toi qui le fais, c'est toi qui réponds au support, c'est toi qui es sur la ligne de téléphone. Les ventes, c'est toi qui prends ta voiture, qui y va. Le marketing, c'est toi qui commences à faire les emails. Le HR, c'est toi qui t'en occupes, etc., etc. Et donc, en fait, on s'était dit, bah, on a le même pouvoir de décision ensemble, mais on a chacun nos domaines d'autorité respectifs. OK. Et comme tu es énormément dans les opérations en startup, ça permet de... Moi, je trouve que c'est un leverage. OK, sweet. Qu'est-ce qui était le plus tough, justement, dans la croissance de Chronogolf? Tu as mentionné marketing, vente, je sais pas trop, le go-to-market ressemblait à quoi? Ouais. Ben, pour moi, c'était la première réalisation d'importance d'un modèle et d'un produit comme Vasco. Ouais. Ça a été très dur après la première ronde de financement de Chronogolf. En fait, on avait un produit qu'on avait placé dans certains clubs de golf. Ça se passait bien. Et puis, on s'est dit, bon, ben, on va aller chercher une accélération de la croissance. Puis là, on a fait comme l'intégralité des entrepreneurs qui n'ont pas forcément cette expérience-là. On s'est dit, bon, bah, on va embaucher des vendeurs et puis ils vont vendre. Ouais. On a embauché des vendeurs et ils n'ont pas vendu. Et donc, ça a commencé à devenir plus compliqué. Donc, on a remis les mains dans la machine. On a commencé à reprendre notre voiture et puis on a commencé à refaire du porte-à-porte carrément pour pouvoir aller chercher ses clients et aller chercher justement cette croissance de chiffre d'affaires. Et on est arrivé à bout de bras avec quelques nouvelles positives à lever notre deuxième ronde de financement. OK. 2 ans et demi plus tard. Ça a été très risqué. Ça a été le moment make or break de l'entreprise. Et là, à partir de ce moment-là, on avait un peu plus de capital et on a décidé de traiter notre croissance de manière beaucoup plus scientifique et ingénierique. Et là, on a plongé dans tout un domaine qui maintenant devient un peu plus évident, mais qui est vraiment tout le domaine de architecture de revenus. Et les pionniers de ça, c'était les Marc Roberge de chez HubSpot, les Aaron Ross de chez Predictable Revenue. Et tout ça, c'est en fait, si tu veux aller chercher de la vélocité, de la croissance, il faut que tu commences à segmenter les gens à l'intérieur de ta Customer Journey. Donc, si ton vendeur, c'est celui qui fait ta prospection, ta vente, ton implémentation et ton upsell, il a 4 objectifs. Donc, il n'y en a aucun qui lift. Il fait du closing, il fait plus son pipeline. Il fait son pipeline, il n'a plus le temps de faire de l'implémentation. Il fait de l'implémentation, il n'a plus le temps de faire du onboarding. Et comme il a 4 différents métriques, du coup, tu perds cette capacité de lui mettre de l'ownership sur ce qu'il doit faire. Donc, ce que tu commences à faire, c'est que tu commences à spécialiser les gens à des moments clés. Des gens qui sont là pour ramener des leads, des gens qui sont là pour les qualifier, des gens qui sont là pour closer ces leads. Et c'est des profils différents. Des gens qui sont là pour faire l'onboarding, la rétention, puis après l'expansion. Puis après, plus tu grandis, plus tu segmentes avec plusieurs canaux d'acquisition. Marketing, outbound, partnership. Puis plus tu continues à grandir, plus tu vas chercher d'autres marchés. Et en fait, tu as cette fragmentation et cette spécialisation et ça devient comme une usine de production de vente. Ouais. Et c'est ça la prédictibilité. Et toi, en tant que personne, que CRO ou COO, en fait, toi, tu es le contremaître un peu de cette usine de production. Et tu t'assures de faire en sorte que tu vois les endroits où il y a des leakages, donc des endroits où il y a des pertes, les endroits qui fonctionnent, les endroits qui ne fonctionnent pas, et puis tu continues à faire tes investissements et tu construis ça. C'est vraiment un mapping ou un cadre d'ingénierie, mais pas juste sur du produit, maintenant sur de la croissance. Exactement. Right? Et ça marche. La première année, on a implémenté ça, juste pour te donner une idée. Sur un canal d'acquisition, on a fait 400% de croissance year-over-year. Avec Chrono? Oui, première année. On a fait la même chose l'année suivante. La dernière ronde de financement de Chronogolf, on l'a levée en 8 semaines, start to finish. 8 semaines, papier Lego, première conversation jusqu'à papier Lego, parce que la boîte, elle était en train de faire comme ça. On savait que si je mettais $1 là, c'est ça qui allait ressortir. C'était devenu une mécanique, une chaîne de production, etc. Et ça se réplique. J'ai une question, Guillaume, peut-être naïve, mais genre, j'essaie de voir pourquoi vous avez levé du cash, mettons, pour Chronogolf. Y aurait-tu un chemin de bootstrapping là-dedans ou... Le SaaS consomme des ressources parce que tu dois payer l'acquisition de clients upfront et tu reçois le revenu dans le temps. Donc, plus tu es en croissance, plus toi tu dépenses en marketing, en vente, etc., mais pour un revenu que tu vas accumuler dans le futur. C'est marrant, c'est ce que pour ceux qui sont un peu plus techniques, c'est tout ce qui est lifetime value, customer acquisition cost, CAC payback, etc. Mais tout ça, ça émane d'un principe financier de base qui était la valeur actuelle nette, la NPV, tu vois. C'est juste que tu reçois des cash flows dans le futur, mais tu dois faire l'investissement aujourd'hui. Et plus tu es en croissance, plus tu es obligé d'investir pour pouvoir aller chercher ça. Donc, une entreprise SaaS qui croît très fort a besoin de plus de capital pour soutenir cette croissance. Mais ça reste une croissance profitable.
Parce que tu sais que les cash flows que tu accumules dans le futur te créent un profit par rapport à l'investissement que tu fais aujourd'hui. C'est pas une course en avant. On avait toutes les métriques. Un SaaS, ça se modélise de manière incroyable. Les banquiers aiment les SaaS, justement. Les banquiers vont financer de temps en temps des entreprises en perte financière. Mais si c'est des SaaS, il y a une telle sécurité des cash flows futurs qu'en fait, ils sont prêts à prendre ce risque-là. J'essaie de voir si je rentre plus creux là-dedans. Je pense que oui. Dans le fond, pour revenir un temps à ma question, toi, tu m'expliques un peu les mécaniques de pourquoi tu as dû lever du cash. C'est-à-dire, hey, un SaaS, bon, ça se construit, puis tu payes ton coût d'acquisition upfront. Ouais. Puis, vu que c'est un abonnement qui va être scalé sur des mois, des années, avant que tu fasses ton coût de CAC payback, fait que tu rembourses ton coût d'acquisition, ça peut prendre du temps. Oui. Fait que tu peux brûler plus d'argent que tu en fais dans le temps. Donc, d'avoir du financement, ça te permet de soutenir cette dynamique-là. Exactement. Mais ça, c'est si tu veux croître rapidement, right? Absolument. C'est ça. Fait que là, je vais revenir à genre tes motivations core ou à toi et tes co-founders. C'est genre, vous, c'était important de faire un gros truc ou genre de croître rapidement, right? Oui, mais je te dirais que le jour où tu vas chercher des investisseurs en capital de risque, tu signes pour ça. Oui. Tu signes pour une croissance rapide. Parce que c'est le modèle des investisseurs en capital de risque. Il ne faut pas juger le modèle. Tu peux faire une superbe business et puis faire une croissance un peu plus modérée, la mettre en autofinancement. Et c'est très, très bien. Mais si tu vas chercher du financement externe de capital de risque, c'est pour aller justement chercher ce type de croissance et ce type de modèle. Donc, tu as une pression à la croissance, mais en même temps, tu crées quelque chose de plus gros. Et le problème en tech, c'est que si tu vas pas assez vite, comme il n'y a pas vraiment de barrière locale, tu achètes ton software partout dans le monde, tu t'en fiches de où est-ce qu'il est localisé, et ben si tu le fais pas, tu risques de perdre ton avantage compétitif sur le marché, de te faire rattraper. Donc il y a aussi une notion de si tu es sur un gros marché, c'est un move défensif pour ne pas mourir à 3 ans. Ouais. Puis vous, est-ce qu'il y a eu un moment avec Chronogolf où est-ce que vous ne pensiez pas enlever du capital de risque? Non. OK, c'était comme built-in. J'imagine aussi que tu venais de ça. De manière très naïve. Hein. Je suis en train de te le dire avec une certitude, mais on venait du capital de risque. À l'époque, financiers qui croyaient que créer une entreprise, il suffisait de dire aux gens quoi faire et puis d'expliquer ce que le produit devait être et d'embaucher des vendeurs pour faire de la vente. On se disait que nous, on savait faire quelque chose, c'était lever du financement pour financer la croissance. Et donc pour nous, ça a toujours été une évidence que c'était le modèle à suivre. Donc voilà. Mais aujourd'hui, avec le recul, il y a plein d'entreprises qui ne devraient pas lever du financement, aller vers le bootstrap dont tu parles. Et ce serait un vrai modèle. Moi, c'était un peu de la naïveté, un peu. À l'époque. Je comprends. Non, c'est vraiment intéressant. D'autres thanks pour les détails. On a parlé du financement de Chrono. Chrono, ça a été une success story là, au Québec. Absolument, oui. Puis, entre autres, via l'exit. Ouais. Vous avez fait un exit à Lightspeed. Exactement. 3 semaines après leur introduction aux bourses au TSX, on était leur première acquisition. Et ouais, on a fait un super exit. Quand tu as lancé, si tu étais déjà comme, je veux pas dire brainwashed, mais tu étais déjà vraiment aligné sur, hey, nous, on va faire une boîte avec du capital de risque, ça va scaler vite, ça va être gros. Tu avais déjà cette intention de exit-là qui était là. Tu as toujours 2 avenues qui s'offrent à toi. Il y en a une 3e qui est en train d'émerger d'ailleurs, qui est intéressante. Mais l'avenue, c'est soit tu fais une exit industrielle, et à ce moment-là, tu vends ton entreprise à un acquéreur. Exemple, Chronogolf, Lightspeed, ou tu fais un IPO, tu te mets sur les marchés publics. Ou exemple, tu meurs. Voilà, le 3, c'est tu meurs. D'ailleurs, les probabilités sont plus vers la mort. Mais voilà. Il y a une 3e qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a des boîtes qui sont très bien, mais qui n'ont pas le profil de croissance qui serait pour du capital de risque et qui sont repris par des fonds de private equity. Oui. Et donc, ça, c'est une nouvelle avenue de boîte dans laquelle tu veux repartir en mode un peu plus, moins de croissance, mais plus de profitabilité. Et là, il y a un marché qui est en train de s'ouvrir là-dessus. Et ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Ça évite des zombies d'entreprises qui sont quand même des beaux produits qui rencontrent un marché, qui font quelque chose de bien, mais qui, du coup, se retrouvent peinturés dans un coin. Puis vous, étiez-vous de jeunes coqs qui se disaient on va être listé sur la bourse, on va mettre ça au IPO, ou c'était comme plus l'exit que vous visiez via un M&A, mettons? On avait à l'époque des ambitions interminables, mais qui ont été rapidement remis en réalité. Hein, c'est assez rigolo. Mais parle-moi d'abord du moment on a un peu. Changé incroyablement. Tu verrais, on a fait un moment un pitch pour Y Combinator où tu nous vois, tu as l'impression que c'était 3 financiers qui pitchaient la boîte à un incubateur. Enfin, mais on a appris. Je pense que là, on a été très, très fort. C'est qu'on s'est pris une énorme claque. Et on a refusé. Je t'ai dit, la première année était très dure. On a refusé de mourir la première année. Et on a fait tout
tout, là, les voyages de 6 heures pour aller voir les clients, le support, le week-end. Pendant 1 an et demi, moi, je me rappelle, il y a 2 dimanches où j'ai pas travaillé. Ah ouais. Ouais. Tu travaillais tout le temps. Tout le temps. Vous étiez 4 co-founders? 3 au début, 4 puis un co-founders. co-founder, genre? Ou... Non, 4 assemblés dès le début. c'est bon. Jean-David, qui était mon co-CEO. Frédéric, qui est mon frère, Frédéric Jacquet, qui est celui qui nous a amenés vers l'industrie du golf. C'est un professionnel de golf, CPGA. Et c'est lui qui avait identifié que justement, il y avait les outils étaient vraiment nuls. Le cloud venait d'arriver. Ça a l'air évident maintenant, mais tous les outils étaient non cloud. Et Sébastien Roslisberger, on a une chance incroyable de rencontrer, qui est notre CTO. Et Sébastien, c'est mon cofondateur et CTO sur Vasco. Aussi, ouais. Et donc ça, c'est une chance incroyable parce que cette paire de cofondateurs, en fait, elle émane directement d'une expérience à avoir travaillé ensemble pendant quasiment 10 ans. Puis c'est Jean-Denis l'autre, c'est ça? Pardon? C'est JD l'autre. Ouais, JD. C'est Jean-Denis? Jean-David. 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 Je m'excuse, JD. JD. On va juste dire JD, comme ça je ne me tromperai plus. Alright, fait que quand est-ce que l'ouverture à l'exit arrive, genre avec Chronogolf? Ça a-tu été outbound? Vous êtes allé chercher pour ça? Ça a-tu été inbound? Vous avez reçu des offres? Comment ça a marché, ça? Ouais. Déjà, je t'ai parlé du fait que c'est un peu la genèse aussi de Vasco, on pourra en parler après, mais Sure. on a mis en place un modèle de vente incroyablement scalable et réplicable, où on avait plusieurs canaux d'acquisition, on connaissait par cœur nos types de clients, on avait plusieurs moyens d'aller chercher, que ce soit inbound, outbound, partnership, etc. Et on était en surefficience sur le marché du golf. Et le problème, c'est que le marché du golf, t'as à peu près un peu plus de 30 000 clubs de golf à travers le monde, 21 000 en Amérique du Nord, tu enlèves les golfs privés, t'as un marché adressable de 18 000 clubs de golf, tu vois, pour nous, en gros. Et on a fini, et on leur parlait tous, hein. Notre LTV sur CAC à l'exit était à 8x, et je savais pas comment faire plus. Explique au monde pourquoi c'est un peu ou débalancé comme LTV to CAC ratio. Il y a du monde plus noob qui écoute des fois là, aussi. Là. Fait que j'ai le goût qu'on l'explique ça. Parfait. Donc, en fait, LTV, c'est lifetime value. C'est en fait la valeur de ce que tu t'attends à ce qu'un client te ramène dans le temps. Donc, si un client, il te paye $1,000 par année et que tu penses que tu vas le garder 5 ans, ta lifetime value, c'est 5 000. Il y a des versions plus compliquées, sophistiquées avec de la capitalisation. On va faire simple ici, là, pour ça. Et ton coût d'acquisition client, en fait, c'est l'ensemble de tes coûts de vente et marketing, incluant les salaires que tu as dans l'année, le mois, etc., divisé par le nombre de nouveaux clients que tu as acquis. Et si tu as un LTV sur CAC, c'est un peu la règle de Pouce, supérieur à 3x, c'est que la valeur d'un client te rapporte à peu près 3 fois plus que ce que tu as payé upfront pour l'avoir. Et donc, tu es dans un modèle profitable. Si tu es à 2x, tu es dans un truc dans lequel il faut que tu raffines, il faut que tu ramènes un peu plus d'efficacité. Si tu es à 4x, ça reste bien. Si tu es à 8x, faut que tu dépenses plus. Exact. Mais moi, je ne savais pas où dépenser plus. Ouais, t'avais comme l'impression d'avoir pogné un certain plafond. On parlait déjà à tout notre marché adressable de toutes les façons possibles pendant l'année. Et on le faisait de manière profitable. Et donc, on arrive vers ça. Et là, donc, il y a une forme de croisée des chemins. On a fait 3 rondes de financement. On a un marché sur lequel on est arrivé. Et on a un partenaire incroyable qui s'appelle Lightspeed. Parce qu'il faut que tu saches, en fait, c'est que dans l'industrie du golf, tu as un restaurant, tu as une boutique et tu as du paiement. Fait qu'ils étaient déjà là, eux autres. Plus que déjà là. Quand on vendait un chronogolf, en moyenne, on vendait 1,5 fois Lightspeed qu'on attachait au produit. Donc, le POS, un peu de paiement, un peu de loyauté, etc. etc. Nice. Au moment de l'acquisition, on représentait à peu près 50% du chiffre d'affaires de tout ce qui est distribution partnership de Lightspeed. La relation, elle était gigantesque. Je savais pas ça, à quel point vous étiez de même avant l'achat. Ah oui, on était très proches. On était très proches des équipes. Il y avait un fit culturel évident. On était très proches du management. JP Chauvet, c'était quelqu'un... C'est lui qui était à tête à ce moment-là? Il était président, il est devenu CEO pendant que j'étais là-bas également. C'était quelqu'un avec qui on avait créé une super relation. Enfin, c'était évident. Il y avait technologie, culture, produits, etc. Et puis pour Lightspeed, il lançait paiement. Et les clubs de golf, c'est en moyenne des entités qui ont 1,5 à 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est des processing très intéressants. Donc, il y a énormément de synergie. Ouais. Et donc là, tu as 2 choses qui sont possibles. Soit on arrive, on lève une ronde de financement et on doit créer un nouveau produit, on doit adapter nos produits pour aller chercher d'autres verticales. Je sais pas, les terrains de sport, les spas, les machins, etc. Ouais. Ou alors, tu te dis, on a eu un fit qui existe, c'est maintenant, c'est évident. Et voilà. Bon, il y avait d'autres personnes qui étaient autour de la table et qui aussi, l'entreprise marchait très bien. On était vraiment... Depuis qu'on avait mis en place le modèle de vente réplicable, ça faisait une croissance, mais c'est vraiment très solide. Métrique était parfaite. Et puis on s'est dit, ça a plus de sens. Si on veut donner une chance à cette entreprise de continuer à vivre de manière pérenne, ça a plus de chances de s'arrimer avec Lightspeed et puis de continuer ça. Ça fait 10x
à l'intérieur de Lightspeed. C'est gigantesque, ça fait Chronogolf après. Ah ouais. Ah, la synergie était incroyable. Fuck yeah, dude, man. C'est encore plus un success story. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui nous disent qu'on n'a pas vendu assez cher, tu vois, pour te le dire. Ben justement, la gouvernance dans la compagnie de Chronogolf au moment où vous décidez d'exit, de vendre à Lightspeed, est-ce qu'il y en avait des gens sur le board, des co-founders qui étaient comme, tu sais, man, on a un modèle de scaling, de go-to-market scalable, on pourrait être plus gros avant de sortir puis d'exit. On essaye-tu une nouvelle verticale? Est-ce que tout le monde poussait dans le même bord, genre, ou il y avait des tensions? Non, on a tous poussé dans le même bord. On est vraiment les 4 cofondateurs, pas de conflit, on est vraiment chanceux là-dedans. On a été extrêmement alignés. Tu sais, il y a plein d'histoires, mais partir dans d'autres verticales, c'est construire un nouveau produit from scratch. Ça veut dire relever du financement. Puis je sais que tu parles beaucoup à des fondateurs, mais quand tu lèves du financement, c'est quand même quelque chose de très important, mais il y a un petit truc qui s'appelle les préférences de liquidité. Et donc, en fait, c'est que le montant que les investisseurs investissent dans ton entreprise, eh ben, tu rembourses ça avant de partager le profit. 100%. Et donc là, tu arrives et tu dis, bon, bah, est-ce que si ça marche pas, est-ce que mon entreprise existante dans laquelle j'ai créé ça aussi, bah, tu viens de mettre 10 millions au-dessus et puis toi, bah, du coup, ton exit, elle a plus de sens parce que t'es dilué, parce qu'il y a plus de ça. Donc, ce facteur-là, tu vois, tous ces facteurs-là qui entrent en compte. Très cool. Ça a pris combien de temps? Parce qu'il y a comme une stat que tu as sorti qui m'a impressionné. Tu as dit genre, hey, quand on était tellement rodé puis qu'on avait genre une prédictibilité de revenus, Frank, on était capable de lever notre Series A, je pense. Elle, en 8 semaines, en 2 mois, c'était quoi? Oui, on pourrait appeler ça une série A, ouais. Roughly une A. Ouais. C'est vraiment rapide, là, genre. Y a des histoires... de la première conversation jusqu'à la finition. Exact. Mais on n'a rien pitché. Ça a été pris en interne. Ils ne voulaient pas qu'on aille en externe. On a voulu faire ça vite. En fait, on n'avait même pas trop le temps de fundraise parce que l'entreprise marchait. On était en train d'opérer. Ça rentrait. Tu vois. Ouais. Et donc, ils ont juste vu les métriques. Et les métriques étaient juste évidentes. Ben, ce que j'essaie de voir là, avec ma question, c'est est-ce que tu as eu la même vélocité de vérification diligente dans ton exit avec Lightspeed? Ça a-tu été fucking vite l'exit aussi, genre? Non, Lightspeed, il y a eu beaucoup plus de vélocité de due diligence. Quand tu fais une acquisition, surtout quand tu as une entreprise publique, c'est lourd. Oh, oui, c'est très, très lourd. Ça a pris combien de temps? C'est ça ma question, dans le fond. En fait, c'est bizarre, ça a pris combien de temps? Les acquisitions se font quand même de manière assez rapide parce qu'il y a un certain momentum. Mais à l'intérieur de cette rapidité, tu travailles 100 heures par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne s'étire pas dans le temps, mais ça t'étire verticalement dans ta plage horaire. Je te dirais que c'est un partenaire depuis longtemps, je pense en 8 semaines, 10 semaines. C'est pas long, là, ça. Là. Moi, ça a pris 7 mois à négocier un deal à peu près 10 fois moins gros. Là. Tu comprends? 6 ans de relation. Mais vous étiez proches, exact. C'est 6 ans de relation. Ça. Nous autres, c'est les Israéliens qu'on n'a jamais vus. Là, on avait de l'intérêt aussi, autour de la table. Donc, ça a forcé un peu le truc. Puis, t'as fait combien de temps chez Lightspeed ensuite, Guillaume? J'ai fait quasiment 4 ans. Quasiment 4 ans. Fait, c'est quoi la plus grosse leçon, mettons, que tu as appris de ce passage-là dans une compagnie publique? Alors, déjà, on parle de high velocity sales, etc. Là, j'ai vu ça, mais à une dimension 10 fois plus élevée. J'ai vu l'entreprise passer c'était 100 millions à peu près de revenus, à peu près 1 milliard. 7 acquisitions, 350 à 3500 employés. Et puis moi, à la fin, je me suis retrouvé dans tout ce qui était produits et technologies à gérer tout ça. Et donc, le nombre d'apprentissages a été gigantesque. Maintenant, tu as vraiment... tu parles plus de product market fit. Maintenant, tu es une boîte en croissance exponentielle et tu vois la douleur du scale, mais à une taille beaucoup plus importante. Et toutes les décisions qui sont prises pour pouvoir anticiper ça. Je sais pas, moi, la segmentation des différents produits, par exemple, en différents départements, le fait que tu dois avoir ton core business qui est différent de tes nouveaux bets que tu fais, c'est-à-dire des nouveaux trucs que tu lances, des nouveaux produits que tu lances. Comment est-ce que tu dois isoler un peu cette structure à l'intérieur de l'entreprise pour faire en sorte que la grosse machine n'absorbe pas la capacité d'innovation? Comment est-ce que tu fais des acquisitions? On a fait 7 acquisitions. Moi, en produit... je me suis retrouvé au moment où j'étais en leadership de produit à devoir faire l'intégration de 4 en plein Covid. As-tu un exemple d'une des compagnies que tu as intégré un peu dans le produit, dans la plateforme Lightspeed? Par exemple, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Vend en Nouvelle-Zélande, qui a un logiciel retail qui est devenu le flagship product de l'entreprise, donc qui est devenu le produit par lequel on lead tout ce qui était... point de vente retail. Okay. On a fait une acquisition d'une entreprise aux États-Unis qui est tout ce qui est supplier network, donc gestion de tout ce qui est approvisionnement, etc. pour les magasins retail. On a fait une acquisition d'un site e-commerce qui s'appelle Equid, etc. Fun fact, on avait déjà ouvert une discussion avec Lightspeed et Snipcart.
Ah ouais? Ouais. Ah, OK. Ouais. Ouais, ça avait jamais genre débouché plus, mais il y avait Mais à l'époque, il y avait une consolidation du marché et c'était cool parce que, tu sais, on dit souvent au Québec, de temps en temps, les entreprises se font acheter par les Américains. Maintenant, Lightspeed était le consolidateur du marché. Ouais, non, Et donc, c'est ça, je vraiment pense cool que d'avoir un joueur c'était canadien de même. très grosse ambition. Jean-Paul Chauvet, qui à l'époque était le CEO, était quelqu'un qui vraiment avait une force pour pouvoir les pousser en avant et s'assurer de toujours mettre l'entreprise en mode on va de l'avant. Puis toi, mettons, à la fin de ton parcours chez Lightspeed, ton rôle c'était genre Head of Product ou un affaire de même, ou je me trompe? Moi, j'étais Head of Product and Technology. Donc, tout ce qui était Product and Tech, c'était moi. J'avais à la fin, j'avais à peu près 950 personnes qui me reportaient dans ma division. Puis qu'est-ce qui a été le plus tough quand il fallait que tu intègres des nouvelles techno, un nouveau produit que vous avez acquis chez Lightspeed? C'est-tu genre la partie technologique? C'est-tu la partie culturelle? Fallait-tu que tu fasses de l'intégration puis genre du warming up, un petit peu de culture pour les nouveaux qui arrivent? Parle-moi un peu de ça m'intéresse. Oui, quand tu fais une acquisition, il y a deux chocs qui arrivent. Il y a un premier qui est éventuellement un choc culturel, dépendant où tu es. Exact. Mais ça, je te dirais qu'on était plutôt bon là-dedans. Vraiment, ouais. Parce qu'en fait, Lightspeed, c'est quand même une entreprise qui avait une culture extrêmement tech et on a toujours racheté des gens qui avaient cette culture-là. Okay. Donc oui, ils étaient peut-être en Nouvelle-Zélande, ils étaient peut-être en Australie, ils étaient peut-être en Allemagne, ils étaient peut-être dans différents pays du monde, mais il y avait quand même ce socle de culture de tech companies, SaaS, etc. Et donc, c'est un modèle dans lequel tu laisses une forme de liberté d'opération, mais en faisant une intégration progressive des systèmes, des produits, etc. Les conversations les plus difficiles, c'est quand tu as deux produits qui sont éventuellement compétiteurs et frontales. Et donc, à ce moment-là, tu dois arriver avec la décision de quel va être le produit qui va être le produit qu'on va amener au marché. Et là, du coup, il faut gérer des égos un peu, sûrement. Oui. Mais je te dirais que il y avait une envie. Donc, c'était beaucoup de travail, mais c'était pas si terrible que ça. Travaillais-tu un petit peu moins que quand tu étais dans Chronogolf, une fois que tu étais chez Lightspeed? Non. Au tout début, peut-être, pendant la transition, etc. Puis après, quand 4 acquisitions, Covid, l'entreprise qui grandit, j'ai repris le rythme de course. Mais là, tu avais été le co-capitaine de ton bateau pendant des années. Là, c'était comme plutôt le capitaine. T'as trouvé ça tough, là, l'espèce de relation d'être employé? Oui, il y a un 6 mois qui est tough. Ouais. Un 6 mois qui est tough? Ouais. OK. Mais après, un apprentissage incroyable. Tu l'as vécu, toi aussi. Ce genre de choses. J'ai pas appris autant que toi. Moi, j'ai crissé mon camp après 1 an et demi. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est moi qui ai de la misère à me gérer. Là. Mais tu sais que Vasco, moi, j'avais l'idée de Vasco bien avant être parti. Ouais. Okay. Mais à chaque fois, l'apprentissage que j'avais à l'intérieur de Lightspeed me disait, mais non, mais je peux pas, j'ai trop de choses à apprendre. Ouais, mais c'est beau parce que tu as saisi cette opportunité-là, puis ça fait sûrement de toi un meilleur CEO et founder aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai vues, des bonnes décisions, mais aussi des décisions que tu payes éventuellement un peu plus tard. Et c'est vraiment, tu vois ce que c'est que quand tu es une boîte qui fait 3000 personnes. Et juste le voir, le constater, voir comment ça s'organise, les décisions, les discussions qui sont prises, les choses. C'est un apprentissage génial. J'espère amener Vasco à ce niveau-là. Et comme ça, j'aurai déjà quelques bons tips pour moi-même. OK. Aujourd'hui, tu es sur le board de différentes compagnies. Là. Il y a entre autres Potluck, Rodolphe est passé sur le pod. Ouais. J'ai le goût de savoir... Qu'est-ce qui différencie, mettons, un bon board member d'un board member moyen? Ouais. Je suis plus sur le board de Potluck depuis un peu plus d'1 an et demi, mais j'ai accompagné Potluck pendant 7 ans sur le board. J'étais là sur leur premier pitch qu'ils avaient fait à une pitch contest de Ange Québec. Ouais. Les 2 cofondateurs étaient là jusqu'à leurs différentes rondes de financement. Et puis à un moment, c'est bien d'avoir aussi du renouveau, du sang neuf sur le board, etc. Moi, j'ai appris un peu à être board member aussi avec eux. Alors moi, là où je les ai aidés, je les ai aidés à mettre en place un high velocity sales model. Donc tout ce qu'on a décrit, c'est-à-dire l'accélération et la création d'un système de vente. Et donc voilà. Et donc toutes les semaines, je parlais avec Louis en coaching, qui est leur CEO, qui était un peu qui avait le rôle de CRO aussi à l'intérieur de Potluck, et puis également avec Rodolphe pour d'autres éléments un peu stratégiques. Mais j'ai eu cette expérience. Puis après, j'ai fait aussi quelques mandats d'advisory. Le plus gros learning que j'ai, et ça, c'est peut-être un truc pour les fondateurs, quand tu as été déjà fondateur, que tu as vu ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, tu as tendance à vouloir délivrer tout ce que tu sais d'un jus.
Tu vois, et de dire, voilà, tu dois faire ça. Donc, je vais faire un parallèle par rapport au golf. C'est comme si tu avais un prof de golf qui prend un joueur tout nouveau qui décide de se lancer dans le golf et qui lui dit, bon, bah, alors, tu vas mettre tes pieds à 45 degrés, tu vas avancer ton stand, tu vas devoir faire 10 cm etc. Quand tu vas monter, tu vas faire une rotation des épaules, puis après, tu vas faire ça, puis tu vas avoir un angle de 90 degrés, puis tu vas taper la balle, puis etc. Le gars, il te regarde. Impossible. Donc, en fait, tu dois plutôt savoir, il est où? Quel est le truc le plus important qu'il doit savoir pour qu'il ne se peinture pas dans un problème dans 6 mois? Et donc, tu lui essaies juste de le travailler sur un truc d'un problème qu'il peut avoir dans 6 mois. Et les 2-3 fondations que s'il ne le fait pas maintenant, il va le payer plus tard. Et ça, c'est pour moi c'est de ne pas parler de tout, mais de vraiment synthétiser ce qui est le plus important et qu'il est capable d'entendre. On en parlait avec Louis, mais de temps en temps, il me disait des trucs 1 an et demi après. Je lui dis, mais oui, mais ça fait 1 an et demi que je te raconte. Et il me dit, oui, mais à l'époque, je n'étais pas prêt à l'entendre. Comme une pédagogie à être un bon coach ou board member. Dans les trucs, par exemple, si tu veux commencer à faire ton accélération, prends un CRM, tu vois, comme ça tu vas pouvoir mesurer les choses. Tu veux commencer à mettre en place un engin de vente, commencer à segmenter, à embaucher des SDR et puis des vendeurs, commencer à segmenter en prenant des gens Customer Success. Voici ce qu'est un bon plan de commission, voici ce qu'est un bon plan de qualification, mais il faut que ça vienne progressivement. Et l'autre, ça, c'est vraiment le coaching du fondateur. Donc, il faut se mettre un peu comme une idée, comme si on était un prof de sport, en fait, et qu'on doit amener la personne. Puis après, l'autre, il faut être sur le conseil d'administration. Et donc, c'est un peu la balance, le board member indépendant entre les investisseurs et le fondateur, qui s'assure que quand l'entreprise doit prendre des décisions, les deux sont représentés avec une voix un peu neutre. All right, folks, un petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié, ça se passe. C'est une firme d'experts en info nuagique, AWS, Amazon Web Services, qui ont les talents et les processus pour migrer, scaler, optimiser les infrastructures cloud pour les startups et les SaaS. Il n'y a pas de jargon inutile dans leur affaire, pas de solution démesurée, juste une team de passionnés dev puis cloud qui peuvent vraiment vous conseiller, vous sauver des bidous, puis même construire du produit avec vous. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec le founder Éric Pinet. OK? De retour au pod. Ça fait du sens pour tout ce qui est genre participation au board, mais là, j'ai envie qu'on creuse un petit peu plus dans la genèse de Vasco, justement, parce que tu me dis tantôt, une chose que j'ai retenue, c'est moi, j'ai eu l'idée pour Vasco avant même d'être chez Lightspeed, ou du moins avant la fin de ton parcours chez Lightspeed. Là, c'est pas j'ai l'idée, donc je m'en vais. Right? L'idée, elle a comme été là. Elle arrive quand, cette idée-là? En fait, ce que j'aime beaucoup avec l'idée de Vasco, c'est que j'aurais rêvé que Vasco existe à différentes étapes de ma vie d'entrepreneur, de board member et d'advisor de startup, et également même interne entreprise. Donc, quand tu mets en place un modèle de vente à haute vélocité, tu commences à segmenter de manière extrêmement précise ton parcours client avec des fonctions, des gens que tu spécialises. En fait, tu te rends compte que ça devient rapidement très compliqué parce que tu dois gérer les différents passages de témoins, tu dois t'assurer d'embaucher au bon moment pour s'assurer que les targets des individus soient corrélés avec ceux que l'entreprise doit faire. Tu dois ouvrir des nouveaux canaux d'acquisition, mais si tu les mesures de la même façon que ce qui marche, ben d'un coup, tes métriques, elles veulent plus rien dire et tu te retrouves perdu et tu opères comme ça. Et donc, j'avais essayé de faire des méga fichiers Excel à l'époque. Chaque fois, le méga fichier Excel, il craquait au bout d'un moment. Et puis, surtout, il finissait par faire des hypothèses simplificatrices parce que c'était juste compliqué. Et ton fichier Excel, tu le mets à la poubelle dès que tu changes un peu de structure ou que tu changes quelque chose. Donc, j'avais déjà cette volonté-là. Mais je me suis dit, bon, c'est nous, quoi. Puis après, j'ai commencé à faire, quand on a eu ce succès-là, dans Chronogolf, c'est vraiment genre le 400% de croissance de pipeline year over year. Tu voyais les deux courbes. Les investisseurs qui étaient au board, ils ont commencé à nous demander de coacher quelques entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, je passais 1 heure avec eux par moment. Et puis, je me retrouvais à toujours leur dire la même chose. Et la même chose. Déjà, je passais les 10 premières minutes à savoir s'ils avaient vraiment product market fit ou s'ils l'avaient vendu à leurs investisseurs. Ils étaient un peu en recherche. Si tu n'as pas product market fit, tu ne mets pas de système de vente. Tu vas trouver product market fit et tu t'assures que tu as une solution qui reprend un besoin client. Une fois que tu as ça, là, tu peux commencer à appuyer sur l'accélérateur. Et après les 50 minutes qui suivaient, je leur disais toujours la même chose. Toujours la même chose. Donc,
tu segmentes ton parcours de vente. Tu vas embaucher des gens qui font du lead generation, des gens qui font du closing. Tu vas embaucher des gens en customer success parce que le churn, c'est très important et voilà. Toi, tu vas mesurer exactement le passage entre eux. Tu les doubles à chaque fois dans chacun des rôles pour t'assurer que tu as un effet de compétition entre les deux. Voici les benchmarks de ce que c'est qu'un bon lead to MQL, MQL to SQL, SQL to SAL. Voici les différentes go-to-market motion qui fonctionnent par rapport à ton ACV. Je vais t'unpack ça rapidement. C'est si tu vends un produit $100 par mois, tu mets pas de field sales ou de outbound. Tu es obligé, sinon ça marche pas en economics. Donc, en fonction de la taille de à quoi tu vends, tu peux avoir différentes recettes dans ta boîte à outils qui marchent ou qui marchent pas. Ouais. Donc voilà. Et il y en a beaucoup comme ça en fait. C'est compliqué, mais c'est trivial. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire que c'est trivial une fois que tu le sais, Guillaume. Oui. Parce que toi, tu t'es cassé les dents à le monter, le modèle. Et puis, j'ai passé mes nuits, mes week-ends à lire et à apprendre sur le modèle. Ouais. J'ai lu tout, Marc Roberge, Aaron Ross, etc., Winning by Design et tout. Mm-hmm. Donc voilà. Et après, je le livrais. Et en fait, la première frustration que j'ai eue, c'est je leur disais ce qu'il faut faire. Ils le faisaient pas. Parce qu'en fait, tu vois, je viens de te raconter ça. Ouais. T'as retenu quoi? T'as retenu 10 à 15%. Ouais. Et en fait, j'aurais rêvé qu'il y ait un produit que j'aurais pu utiliser comme un point d'ancrage pour le paramétrer. Tu t'intègres avec ton CRM, tu paramètres, tu leur fais leur plan, tu reverse engineer le plan en disant donc tu dois aller chercher ça en amont, ça c'est les et tu suis leur progrès avec cet outil. Je voulais l'utiliser de manière très selfish pour moi en fait, pour les aider. Ça a marché ça avec Potluck, parce que Potluck, je suis parti sur le board et je passais 1 heure par semaine avec les gars et on en parlait. Puis c'était vraiment une aventure. C'était génial parce qu'en plus, ils l'ont mis en place et ça a marché. Histoire. C'est une grosse histoire, tu vois. Donc c'était vraiment un moment très, très, très sympa. Le seul truc, je me suis toujours dit, ouais, mais bon, à partir d'un certain stade, finalement, les boîtes, elles embauchent du monde et puis ils les font, les systèmes et les trucs comme ça. Ah, ok. Et en fait, c'est un truc que j'ai appris, c'est l'acquisition par Lightspeed. J'ai vu le cœur du réacteur à l'intérieur de Lightspeed. Et en fait, plus tu grandis, plus tu as spécialisé, plus tu as segmenté, et plus c'est dur de réconcilier la vue from lead to cash. Et tu passais l'intégralité, c'est quand même une boîte qui m'a vu beaucoup de métriques. À cause du volume de données, de joueurs d'impliqués dans l'engin de croissance, tu veux dire, mettons? À cause du volume et des endroits. Si tu vendais ce produit pour ce marché à ce type de client. Je sais pas, par exemple, le problème, il est où? Le problème, est-ce qu'il est sur ton POS pour tous tes restaurants, mais pour ce type de restaurant, donc juste les fast casual et juste pour l'Angleterre? Fait que ça devient extrêmement multifactoriel. Puis là, comment tu suis ça? Et puis, tu as l'intégralité des gens qui sont spécialisés et eux, ils comprennent souvent que leur univers. Et donc, eux, ils comprennent pas c'est quoi cette vision globale. Et donc, pour eux, ils ont du mal à s'extraire de ça. Un peu comme quelqu'un dans une chaîne de production qui connaît uniquement sa station. Et donc, les exécutifs plus haut, il fallait le point sur la table de Jean-Paul et de JD qui, tous les lundis, s'assuraient que marketing par la vente, qui parle à implémentation, qui parle à sales, s'assure que la customer journey soit là. Il y avait beaucoup de métriques et de systèmes, etc. Mais c'était lourd. Puis ça a coûté beaucoup à mettre en place. C'était un super power de Lightspeed, mais voilà. Et même à ça, de temps en temps, il fallait te battre contre anecdotal feedback dans la pièce. Parce que, comme quoi, excuse? Anecdotal feedback. OK. Anecdotal feedback, c'est, on te demande pourquoi ça va pas et t'as quelqu'un qui arrive et qui te dit, ouais, en fait, c'est parce que, etc., etc., il te parle du dernier deal qu'il a closé ou qu'il a pas closé et comment est-ce que c'est ça la raison mais en fait, c'est pas du tout la raison. C'est juste une anecdote, tu vois, de ce qui s'est passé pendant la semaine, mais ce n'est pas le problème. Un placeholder de réponse, une anecdote, mais pas nécessairement genre une vraie réponse supportée par des faits, c'est ça? Exactement. OK. Voilà. Anecdotal feedback. Faut que tu te battes contre ça quand tu essaies de comprendre où ce que ça marche pas dans ton engin de croissance. Exactement. Mais nous, par exemple, on offre... Je pense que c'est bien d'avoir ces anecdotes parce que tu peux avoir la proximité avec le client. Et là, le client, il te dit quelque chose. Mais il faut pas que ce soit que ça. Donc, tout RevOps et Revenue Operation vient du fait que comme c'est devenu très dur de suivre l'évolution de ce modèle-là, ils ont décidé de créer une nouvelle catégorie et d'embaucher des gens pour suivre ça. C'est comme ça que la catégorie RevOps a émergé. Revenue Operations. Et donc, je me suis dit avec Vasco, mais en fait, c'est pas juste pour les startups, ce produit. Ce produit, il est aussi utile pour les scale-up, les grown-up et même beaucoup plus loin. Comment tu me définirais scale-up versus grown-up? Ouais. Startup, c'est, on va dire, je vais utiliser des... Ça dépend, mais je vais quand même utiliser des simplifications parce que c'est plus simple. C'est bon. Quand tu es une startup, tu vas jusqu'à à peu près product market fit. Product market fit, si tu as ça, c'est
1,5-2 millions d'ARR. Tu sais que tu rencontres un type de client, donc tu as un ICP, Ideal Customer Profile, qui est bien défini. Tu sais comment aller le chercher, donc c'est quoi ton canal d'acquisition. Et tu sais, et puis tu as des unit economics qui sont à peu près corrects. Donc, je sais pas, tu as un CAC payback inférieur à je sais pas combien. Donc ça te définit un peu ça. Tu sais, tu as identifié un marché suffisamment gros dans lequel tu sais parler, ton produit répond à un besoin et il garde le produit, il ne churne pas. Voilà. Après, tu veux passer de startup à scale-up. Et là, donc, tu passes de product market fit à go-to-market fit. Et donc, ça, c'est comment est-ce que je prends ça et je le multiplie par 5 à 10. Donc, scale-up, c'est quand tu arrives à peu près de 10 à 15 millions. Donc, tu prends ce modèle et ce truc-là, et puis tu commences à embaucher du monde, à dépenser plus, à spécialiser, à mettre en place des codes, des playbooks. Tu codifies tes démos, tu codifies tes onboarding, et tu as un modèle réplicable qui commence à être mis en place. Et là, tu arrives à un scale-up. Scale-up, ça t'amène donc 10, 15, peut-être 20 millions, ça dépend des définitions. C'est en gros autour de ta série B, série C. Et le grown-up, c'est la réalisation souvent très dure des scale-up qu'ils croyaient que leur marché adressable, c'était ça, mais en fait, ils n'adressent que ça. Donc, en fait, ils ne sont un fit que pour cette région, ce type de persona, et juste pour les gens qui ont déjà l'intention d'acheter. Et là, tu vas passer à grown-up, c'est que tu dois trouver go-to-market fit, donc ce qu'on a décrit dans Startup Scale-up, mais tu dois le trouver sur plusieurs markets. Donc, ça veut dire... Par exemple, tu es une boîte canadienne, c'est commencer à marcher aux États-Unis. Ça veut dire lancer un nouveau produit qui te met un relais de croissance. Ça veut dire passer de je vends au SMB à je vends aux entreprises mid-market ou aux entreprises enterprise. Ça veut dire je lance une nouvelle go-to-market motion et j'étais juste PLG et maintenant je dois aller mettre en place un modèle de vente, product-led growth, etc. Et ça, tu dois redémarrer de zéro. Parce que toi, tu comprends pas pourquoi à 10-15 millions, mais en fait, ce que tu faisais avant et qui marchait très bien commence à moins bien marcher. Mais en fait, c'est parce que tu commences à saturer le truc qui marchait bien. Et tu dois trouver et répliquer ça de plus en plus. 100%. Fait que là, tu as cette idée-là, tu te rends compte que même pas juste les startups, mais aussi les scale-ups et grown-ups ont ce besoin-là de scientifiser puis mesurer leur go-to-market fit. C'est quand même un jump de dire, bon, mais je vais quitter Lightspeed, puis est-ce que tu sautes en bas de l'avion tout seul? Tu pognes le téléphone, tu demandes à... Comment tu te lances, tu sais, vraiment dans Vasco? Oui, alors c'est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question en disant, mais Guillaume, mais est-ce que tu as encore le stamina pour repartir à zéro? Ouais, ben c'est une bonne question. Et moi, je me suis jamais posé cette question. Il y a des gens qui détestent le 0 to 1. Et moi, je trouve que c'est génial. Il n'y a rien, tu crées quelque chose, tu as une idée, c'est un peu un petit groupe de personnes qui sont tous allumés. Tu as des moments, tu crées des relations incroyables. Pour répondre parfaitement à ta question, je voulais m'assurer d'avoir un cofondateur technique avec moi de qualité. Et je voulais absolument que ce soit Sébastien, qui est mon cofondateur, qui était le CTO de Chronogolf, avec qui nous avons gardé une relation et qui est... Je représente un peu plus l'explication publique, mais Sébastien, c'est le cofondateur de Vasco. La qualité du produit qu'on est en train de sortir, c'est parce que c'est aussi la qualité de mon CTO et cofondateur. 100%. Donc ça, c'était aligné. Après, on est reparti. Et puis, on m'a dit que j'étais un peu fou, quoi. Le jump de salaire, il a complètement coulé, etc. Complètement, mais je sais pas, moi, je suis heureux, quoi. Ça me fait marrer. On fait un produit... Tu te rends compte? Si on réussit dans notre mission, on augmente les chances de succès des startups et des scale-up en dérisquant la partie commercialisation. How cool is that? J'adore les startups et les scale-up. Si Vasco marche, on pourrait être une partie de leur histoire en disant, on a fait un produit incroyable et grâce à Vasco, on a réussi à passer ce pas vers la commercialisation, on s'est donné les ailes pour pouvoir continuer à financer la croissance. Moi, ça m'allume, ça. Ouais, ça paraît, man. C'est contagieux, c'est hot. Comment vous avez validé que ça allait fonctionner? Parce qu'avoir une belle idée, un beau modèle, c'est tel que tel, mais comme... Ouais. Alors cette fois-ci, j'étais plus le jeune financier qui sortait du capital de risque, donc j'avais un peu appris. On en parlait, tu vois, mais ce qui était assez intéressant, c'est que je savais que j'avais un problème dans la façon dont... qu'il fallait que je réadapte la façon dont je pense. Donc quand tu es dans Lightspeed, à peu près 3500 personnes, moi j'avais 950 personnes, plein de divisions, etc. Tu penses scale tout le temps. Tu penses tout ce que tu fais, ça doit te donner economies of scale ou du leverage, ou etc. Tu penses en grande magnitude.
Quand tu repars en startup, et 0 to 1, le playbook que tu as là, tu le mets à la poubelle et tu en adoptes un complètement différent. Ouais. Et donc moi, j'ai dû recalibrer ma pensée en me disant, oublie tous, parce que la période de 0 à 1, c'est vraiment un monde totalement différent. Et je me suis forcé à refaire l'intégralité des vidéos et du contenu de Y Combinator pour recalibrer mon cerveau. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai fait ça. Et donc, j'ai appris comment faire des vrais user interviews quand tu parles à quelqu'un. J'ai fait une centaine de user interviews avant de valider l'idée. Tu apprends que tu arrêtes d'ingénieriser tout. Là. La seule chose qui compte, c'est ce que dit Y Combinator, c'est do something that people want. Or make something that people want. La seule chose qui compte, c'est de faire un produit que les gens aiment. Tu réfléchiras à ton scale après, mais d'abord, il faut que tu fasses un produit qui rencontre un besoin et un marché. Et donc voilà. Et donc on a fait ça. Et la première partie, c'était de valider les hypothèses qu'on avait. On avait fait des designs sur Figma. Et puis, on parlait à des gens, puis on leur montrait les designs, puis ils nous disaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. On avait structuré les interviews pour vraiment devenir bon à faire des interviews clients. Puis après, on revenait avec les designs ajustés, puis après, on avait leur perception, etc. Tu fais ça 100 fois, et après, on avait une idée un peu plus concrète et claire de cette idée comme ça se traduit comment en termes de produit sans avoir fait une ligne de code. Et puis après, on a commencé à coder. Combien de temps ça a pris avant que vous leviez $1 ou que vous signiez un client? Genre, roughly, cette grosse période de validation-là? Ouais. Il y a deux réponses à cette question. La première, c'est quand tu es un entrepreneur, tu peux lever des fonds à différents moments de ta vie. OK. Ce qu'il faut, par contre, c'est que tu aies validé certaines choses. Et il y a 4 grands moments, enfin, il y en a plus après, mais au départ, c'est Founder Market Fit. Founder Market Fit, c'est un fondateur qui est un expert dans son marché et qui a assemblé une équipe qui donne une forme de crédibilité à la solution qu'il va amener. Ça, les investisseurs, il y en a plein, ils te font du pre-seed pour faire ce type de choses-là. Founder Market Fit. Ben, le Founder Market Fit, OK? T'as pas de revenus, t'as pas de produit, mais t'as un fondateur qui a vraiment compris quelque chose en insight sur le marché, et puis t'as une équipe qui est assemblée, t'as une idée de produit qui va, et t'as validé ça avec des interviews, etc., etc. Got it. Plus simple si t'es un second-time founder. Première fois, on te demande plus t'es early, plus on te demande de valider plus. Ouais. Après, tu as la deuxième étape, c'est Product Solution Fit. C'est là que tu commences à avoir ton produit qui marche, qui est utilisé par des clients, qui reste et qui utilise ta solution. Ça dépend de combien tu vends ton produit, mais tu es à peu près entre 200 et 400 000 $ de ARR. Puis après, tu as Product Market Fit, tu as 1,5 à 2 millions d'ARR. Puis après, tu as... Et Product Market Fit, ça, c'est ta série A. Et puis après, tu as ta série B, c'est quand tu arrives entre 8 et 10 millions d'ARR. Si tu es entre deux étapes, tu te fais pricer à l'étape d'avant. Donc, explique-moi ce que ça veut dire, ça, maintenant. Donc, si tu es entre Founder Market Fit et Product Solution Fit, tu pitches et tu te fais founder comme si tu étais à l'étape d'avant. Okay. Donc, ta stratégie de levée de fonds doit être extraordinairement alignée avec l'étape dans laquelle l'entreprise est, et ton pitch doit être ça. Mm-hmm. Si tu as un début de produit mais que tu n'as pas de client, tu pitches le Founder Market Fit et tu dis j'ai un MVP. Et chacune des étapes, en fait, tu dis je veux du financement pour aller valider la prochaine étape. Donc Founder Market Fit, tu valides avec ton pre-seed que tu es capable de développer un produit qui va être utilisé par des clients, etc. Donc nous, on a levé un petit pre-seed à l'époque, une fois qu'on avait validé les user interviews, le problème, etc. et qu'on avait un prototype sur Figma comme ça qui allait. Moi, avec mon cofondateur, on a également injecté de l'argent parce que on avait fait une exit, donc on a mis pour montrer qu'on y croyait, on a mis quand même un montant significatif. Et puis on a commencé à embaucher notre première équipe. Fait que votre capital personnel, Guillaume, ça a été déployé principalement pour embaucher des premières personnes dans la semaine. Absolument, oui. Ok, c'est bon. Ouais. Parfait. Absolument. Ce qui aide d'ailleurs, c'est un très bel alignement des intérêts. Ben oui. Et puis après, on a passé notre temps à aller chercher Product Solution Fit. Et là, on a découvert différentes choses dont on pourra parler. Mais on a passé à peu près 1 an et demi à vraiment bâtir. C'est un gros produit à faire. Hyper puissant, mais ça demande beaucoup de choses. Là, c'est ton poumon pour tout ton go-to-market. Et donc, on a passé 1 an et demi en stealth mode à signer des premiers clients, itérer avec eux, raffiner, les écouter, améliorer la plateforme, etc. etc. Explique-moi pourquoi c'est important d'être en stealth mode versus peut-être extrêmement explicite et genre transparent sur tout ce que tu es en train d'apprendre. Puis... Ouais. Alors, tu peux être transparent et explicite et tu peux être en stealth mode, mais quand même communiquer. Pour moi, en fait, ce qu'il ne faut pas faire,
c'est quand tu n'as pas un produit dont tu es confiant et que tu te dises, mon boulot en tant que fondateur, c'est d'aller voir tous les TechCrunch et les trucs de ce monde, de créer mon personal branding, de faire un énorme bruit sur le marché pour dire, regardez ce qu'on a, etc. Et là, les gens, ils arrivent, ils sign up sur ton produit, t'attends une semaine, ça coule. C'est ce qu'on appelle un pop and drop. Et le problème, c'est que là, tu as brûlé le marché pendant 6 mois. OK, c'est bon. Voilà, et tu as brûlé tout pendant 6 mois. Donc, c'est plus smart, je pense, d'aller éventuellement t'injecter dans les communautés de personnes qui sont typiquement les consommateurs de ton produit, aller signer tes premiers clients toi-même à la main, itérer avec eux, créer une relation personnelle avec eux et faire en sorte que tu fais évoluer le produit jusqu'à ce que tu saches que maintenant, ils l'utilisent tous les jours et ça remplit un besoin gigantesque et j'ai une base de clients qui peuvent être utilisés comme référence. Et quand tu as ça, là, tu peux commencer à mettre un peu plus de bruit sur le marché parce que les gens qui vont sign up, tu as déjà validé que ça remplit un besoin, un produit et puis tu sais tu sais quel type de personnes veulent ça. Je comprends. Voilà. RevOps, c'est un terme qui est apparu dans les dernières années, je ne sais pas exactement quand. 4 dernières années. 4 dernières années. Ça touche à la prédictibilité du revenu, à l'ingénierie de ton système de croissance, tout ce que tu as décrit aujourd'hui. Ouais. Mais ce que je me demande, moi, c'est d'un point de vue fournisseur logiciel, quel software qu'on connaît, mettons, à part Vasco, s'inscrivent un petit peu dans cette catégorie de RevOps? C'est une nouvelle catégorie. Donc, il n'y a pas encore un joueur dominant. Tu parles, moi, je ne sais pas, de la catégorie des CRM. Tu vas penser à HubSpot, tu vas penser à Salesforce, tu vois. Ouais. Tu vas penser à la catégorie de la finance, tu vas penser à des NetSuite ou des comptabilités, tu vas penser à des QuickBooks. Là, c'est une nouvelle catégorie. Donc, il y a des gens qui créer des solutions pour cette nouvelle catégorie, mais c'est naissant encore. Et nous, on est sur une grosse partie d'un segment. On essaie de créer la plateforme, justement. On crée la plateforme pour cette catégorie. Êtes-vous seul à faire ça, Guillaume? Alors, oui, principalement sur ce qu'on fait, l'architecture de revenus. Il y a des solutions très spécifiques pour la partie RevOps. Ça peut toucher aussi le tooling, donc le devis, le cash, la collection, le machin, etc. Nous, on est vraiment sur la plateforme et là-dessus, on est la plateforme la plus avancée. Ouais. Voilà. OK. Et puis, si ça t'amuse, en fait, RevOps, en fait, tout ça, c'est né d'une conséquence qui a eu lieu d'un mouvement de marché qui a eu lieu 10 à 12 ans plus tôt. Il y a 10 à 12 ans, le cloud a envahi le monde, du software en tout cas. Et tu parlais des logiciels que tu installais physiquement, maintenant tu pouvais le consommer en ligne et ça t'a permis de faire des softwares bien meilleurs. Comme tu pouvais consommer l'intégralité de ça en ligne, tu n'étais plus obligé d'avoir ton vendeur physiquement, localement, qui était présent dans telle ville, telle, etc., pour aller faire du porte-à-porte, vendre, installer. Maintenant, tu peux faire tout remote. Donc, en fait, le monde du B2C est arrivé vers le monde du B2B. Tu as commencé à pouvoir avoir des sites web optimisés avec des campagnes d'acquisition, des gens qui font, etc., et qui ne se déplacent plus et qui créent ça. Et donc, ce modèle de vélocité, cette segmentation est arrivée parce que tu n'avais plus besoin du vendeur qui fait tout en porte-à-porte. Tu pouvais commencer à segmenter ta chaîne. Ce modèle de segmentation, il a tellement marché que tout le monde l'a appliqué. Ça a créé un problème, c'est que les gens, ils ont perdu la vue de lead à cash. Et ils ont embauché des gens pour reconstruire ça sur des feuilles Excel ou en essayant d'utiliser des outils de BI et compagnie, mais qui sont un peu inflexibles pour ce genre de choses. Okay. Il y a Covid qui a mis un booster gigantesque là-dessus. Parce qu'avec Covid, maintenant, tout le monde part du principe que tu n'es plus obligé de serrer la main de quelqu'un pour signer un deal de $50 000 et plus. Donc, tout est parti en ligne. Et ces gens-là qui ont été créés dans cette catégorie pour qu'est-ce qui se passe maintenant entre tous ces départements, entre marketing, customer success et vente, on a commencé à embaucher du monde pour faire ça. Et juste pour te donner une idée, cette industrie existait quasiment pas il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est une industrie d'à peu près $3,5 milliards. Et elle est forecastée à faire à peu près $18 milliards dans les 10 prochaines années. SaaStr a sorti un benchmark de RevOps et dit que en moyenne, maintenant, il y a 1 personne en Revenue Operation pour 10 personnes en Revenue. Donc, tu prends Marketing, Sales, Customer Success, tu prends 10 personnes, 1 personne en RevOps. Tu te rends compte? C'est gigantesque. Ouais. Puis, toi, comment tu le décrirais de bord, votre ICP à Vasco aujourd'hui? J'imagine que c'est quelque chose qui va être appelé à évoluer, mais
c'est assez horizontal, right, Vasco? C'est-à-dire que tu peux l'implémenter dans n'importe quel SaaS ou startup tech qui fait de la vente puis qui est en train de scaler. Ouais. Faites-vous des plays de go-to-market plus verticaux ou genre pas nécessairement? Déjà, nous, ça, je fais très attention parce que, encore une fois, nous, la genèse de Vasco, c'est d'aider les startups et les scale-up dans la phase de commercialisation. Si tu mets en place le modèle d'accélération de vente à haute vélocité à une entreprise qui n'a pas product market fit, tu accélères ça direction dans le mur. Tu vas plus vite, nulle part. Tu vois. Donc, je fais très attention à ne pas prendre des entreprises qui n'ont pas un produit dans lequel ils ont déjà une... Donc, typiquement, tu vois, une entreprise qui est en SaaS à partir de $1 million de chiffre d'affaires, là, c'est un bon moment pour pouvoir commencer à réfléchir à ça. Et puis, Vasco, on t'aide sur 2 parties. On t'aide sur, t'es une startup, tu veux devenir une scale-up, donc on te fait from startup to scale-up. On t'aide à mettre en place le paramétrage de ton CRM, l'ingestion des données, le reformatage, les playbooks, les planifications, le diagnostic, tout là, ce que tu passes des heures à essayer de faire sur une feuille Excel et que tu arrives jamais à faire véritablement bien. Et puis après, on a aussi la transition d'accompagnement from scale-up to grown-up. Donc là, tu es à 15 millions jusqu'à à peu près 100 millions d'ARR. Mais tu sais, tu as parlé à plusieurs reprises de justement l'émergence d'une nouvelle industrie, RevOps, puis ensuite la création, l'ouverture d'une nouvelle catégorie de software, qui est, comment tu la décrirais, genre software de go-to-market, architecture de revenus, comment tu décrirais la catégorie? Architecture de revenus ou RevOps Engineering. RevOps Engineering, mettons. C'est cool parce que c'est une belle opportunité. Ce qui est moins cool, c'est que le monde ne catch pas nécessairement tout c'est quoi, puis comme t'as pas des référents puis de la data empirique sur vraiment facilement faire comprendre ta proposition de valeur à du monde quand t'arrives dans une startup, right? Ouais. Fait que t'as une job d'éducation de plus à faire. Ouais. C'est-tu ça le plus gros défi, mettons, pour vous en ce moment? Ah, absolument. Quand t'as une nouvelle catégorie qui se crée, le plus gros, je crois que c'est Sequoia qui avait publié un papier. Sequoia, c'est un des plus grands fonds de la vallée. Et ils ont dit, tu te bats contre le statu quo. Donc, les gens, ils ont déjà leur solution et ils sont pas contents de la façon dont ça marche, mais changer, c'est douloureux. Donc, tu te bats contre le statu quo. Et aujourd'hui, il y a certaines entreprises, ils ont essayé de... ils ont leurs 5 feuilles Excel, ils ont leur data warehouse avec leur looker qui tourne derrière et ça marche pas bien et c'est pas assez rapide et tout le monde le déteste, mais personne veut toucher à ça. Et nous, on arrive et à la limite, les gens, ils regardent, ils prennent la démo et ils disent... C'est incroyable, limite on n'y croit même pas, tu vois, que t'as fait tout ça. Tu vois, si. Donc voilà, tu te bats un peu contre ça. Mais pour moi, le meilleur parallèle tu vois, une catégorie qui a été créée avec un succès gigantesque, c'est HubSpot dans la catégorie inbound à l'époque. Oui, vous continuez. C'est vrai? Je suis curieux de voir ton avis là-dessus. C'est parce que je suis en train de me dire... Je ne sais pas à quel point, quand HubSpot est arrivé sur le marché, les compagnies avaient des systèmes aussi sophistiqués, complets, rodés depuis longtemps pour leur marketing. Versus toi, tu comprends? Toi, c'est pas bon le système qui est en place, mais il y a un système en place. Ouais. C'est très critique de fucker around avec ce système-là. Fait que ça me fait peur de changer ça. Alors que HubSpot, je me demande si c'est une bonne analogie parce que t'avais-tu vraiment un système en place? Comprends-tu qu'il fallait que tu, déracines puis replugues? C'est vrai. Alors, c'est un très bon point. Donc, je suis d'accord. Et je vais te dire comment est-ce qu'on va, mais ça, c'est une différence fondamentale. HubSpot, ils avaient de la difficulté parce que les entreprises ne savaient pas vraiment ce que c'était que le inbound et devaient évangéliser sur comment faire du inbound. Ouais, fait qu'il y avait le même défi d'éducation, mettons. D'éducation, exactement. Et c'est là où ils ont fait une superbe académie. Oui. Et puis, en fait, ils sont passés leur premier grand succès. On parle un peu moins bien, mais c'est quand ils ont commencé à avoir les agences de marketing qui ont utilisé leur plateforme on behalf de leurs clients. Et en fait, tu avais des experts qui comprenaient ce que c'était et qui utilisaient HubSpot pour ça. Donc, nous, on a un peu de ça, tu vois. On a des experts RevOps. Exactement. Et donc, on va chercher ces early adopters, ces early believers qui sont vraiment des fans. Et on a des manières d'aller chercher. Il y a des communautés où ils se retrouvent. Comme Pavilion, comme Winning by Design, comme Rev Genius. Et donc, on est très proche de ces gens-là. Rev Genius, c'est la première fois que je l'entends. C'est cool, ça. Communauté comme Pavilion, une très bonne communauté. Hein. C'est des gens qu'on aime beaucoup. Fait que là, toi, à travers ces champions-là qui sont très sensibles et éduqués par rapport aux problèmes de go-to-market engineering, tu peux te créer un réseau de distribution un peu comme HubSpot faisait. Là. Voilà, exactement. Et puis, pour répondre à ta question de manière technique, parce que c'est une très bonne question, comment tu fais quand ils ont dit
Ouais, attends, mais si tu nous avais parlé il y a 2 ans, ça aurait été parfait, mais là, on a déjà tout construit. Ouais. Et ben en fait, tu te rends compte que leur système, il est hyper rigide. Et donc, nous, on a ajusté nos roadmaps pour dire, non, mais aujourd'hui, ton go-to-market, il a besoin d'informations, de diagnostics, de données, de manière beaucoup plus rapide que ton équipe de data engineer et tes BI analysts sont capables de te sortir de l'info. Ouais. Et en fait, nous, ce qu'on a avec Vasco, c'est que tu vas pouvoir avoir, juste pour ton go-to-market, on demand tout ça, et tu vas pouvoir le faire avec notre propre truc. Et en plus, on s'intègre avec ton data warehouse et on s'intègre avec ton outil de BI. Et comme ça, tu gardes ta source de vérité ici, mais tes équipes go-to-market, elles ne disruptent pas les roadmaps de tes équipes d'engineering. Ouais, fait que tu lui dis... dans le fond, ils ont une table banque. Exact, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est moins épeurant de dire hey, on va enlever une patte de la table, puis vite, on va en remettre une autre. C'est comme si la table va tomber. Man. Exactement. Mais là, c'est comme non, check, on va juste ajouter une patte, puis la table va juste plus solide. Exactement. Et puis. Puis éventuellement, au pire, tu rip off les band-aids une fois que la table est. Exactement. Okay. Ouais, c'est exactement ça. Mais ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est absolument vrai. C'était une réalisation. Ouais. Je m'y attendais pas, et donc on a dû s'ajuster par rapport à ça. Ouais. Mais c'est un beau défi. C'est vraiment hot, man. J'ai le goût qu'on parle un peu de funding, Guillaume. Ouais. Vous avez closé puis bundlé là, une dernière, un seed. C'est seed ou pre-seed? Seed. Seed, ouais, de 8 millions US. Ouais. Qu'est-ce qui a été tough là-dedans? Comment ça s'est passé généralement, cette levée de fonds-là? Toi, t'as comme un unfair advantage, j'ai l'impression. 1, t'as été investisseur. 2, t'as été founder. 3, t'as eu un exit qui a marché pour vrai. Fait que tu sais, t'as comme un niveau de crédibilité puis d'accès que ça joue. Founder moyen aura pas, right? Ça joue énormément. Donc ça, c'est un peu la baguette magique du fondateur qui a fait une exit, c'est que tu arrives avec une crédibilité qui existe déjà. Ouais. Puis moi, j'ai la chance autour de la table. Regarde, mon investisseur lead, c'est Inovia Capital. Ouais. Inovia Capital, c'est eux qui avaient backé Chronogolf. Aussi, ok. Ouais. Exactement. On les connaissait parce qu'ils étaient également proches de Lightspeed. Ouais. Et moi, j'ai une relation de plus de 12 ans avec Karen Deep, qui est la personne qui est lead partner chez nous, et avec Chris Arsenault. Et donc, tu viens avec ça, et puis voilà. Et voilà. Et donc ça joue énormément. Tu as cette relation qui existe. Pour ceux qui n'ont pas ça, il ne faut pas qu'ils croient qu'ils doivent créer des relations avec les investisseurs le jour où ils ont besoin d'argent. Ça ne marche pas. C'est faire ça plus tôt. Voilà. Mais néanmoins, malgré ça, moi, j'ai continué à parler avec plusieurs. On a Framework, on a BY, on a des gens comme ça qui sont avec nous. Et ils ont suivi les progrès de la boîte pendant les 2 dernières années. Et ils ont eu leur newsletter tous les trimestres où Guillaume expliquait ce qu'il avait appris, ce qu'il n'avait pas appris, ce qui marchait pas, etc. Et ils ont commencé à voir dans les dernières newsletters, et puis ils ont commencé à voir dans les derniers papiers que les chiffres commençaient à faire un début de hockey stick. Et donc, ça fait en sorte que de dire, est-ce qu'on attend plus ou est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont dit, on fait maintenant et puis on avance. Mais c'est intéressant parce que là, on a dit que tu as été en stealth mode pendant, mettons, un 18 mois-ish, mais tu as été en stealth mode par rapport au marché public, aux clients potentiels. Mais tu es extrêmement transparent puis pas stealth par rapport aux funders, aux investisseurs puis potentiels. Ah oui. Ouais, c'est nice. Oui. Et cool. En grand détail, l'évolution du produit, ce qu'il fait, etc. Et en fait, tu t'es rendu compte que... on avait passé, nos clients, ils étaient contents, ils commençaient à nous faire des références et on a le pipeline qui commençait à faire une croissance démentielle. Et donc, les taux de conversion ont commencé à suivre et ils ont dit, on y va maintenant. C'est tellement systématisé, là, tes approches puis tes histoires. Là, ça paraît que t'es un gars de système. Genre, il y a comme des recettes puis des étapes. Puis comme, on dirait que c'est quasiment ça. Ça, c'est mon superpower. Ça déstresse comme ça. Je sais pas comment dire, ça enlève une notion de chaos ou de genre, what the fuck is going on? Genre. Mais tu vois, c'est peut-être mon blind spot aussi. Peut-être. Moi, j'essaie de me battre contre ma volonté de tout systématiser. Intéressant. Et je pense que si j'avais un défaut que j'essaie de m'entourer ou vraiment de travailler dessus, c'est de temps en temps, tu construiras ton système parfait le jour où tu auras fait un set d'actions qui t'aura amené là. Donc, le biais pour l'action immédiate, c'est quelque chose sur lequel je dois me battre. OK, nice. Intéressant, dude. Vous avez levé du cash canadien et américain, mais aussi genre aux Émirats Arabes Unis. C'est-tu juste qu'eux, ils ont suivi une round? T'es-tu allé lever du cash là-bas? Comment ça marche, ça? Non, c'est en fait, il faut que tu saches, c'est que les 2 partenaires de ce fonds, BY, ils ont grandi à Montréal hein, et ils ont étudié à McGill. Donc, il y a une proximité très forte avec le Québec. Nice. Et en fait, ils avaient backé la boîte d'un ami.
également à Montréal, Super. qui s'appelle Vessel. Shout out à Vessel, c'est un super produit qui vise à démocratiser l'accès au marché privé pour les investisseurs. Nice. C'est un beau nom aussi. Ouais, j'aime énormément. Et puis le fondateur est un très bon ami. Thomas Terratz. OK. Thomas Terratz, qui est un super fondateur. Et puis lui, il les a rencontrés, il m'a dit, ils sont vraiment super. Il m'a fait l'intro, ils sont tombés amoureux de ce qu'on faisait. Parce que les investisseurs aussi, ce qui est bien avec Vasco, c'est qu'ils ressentent eux-mêmes dans leur portefeuille le besoin. Ouais. Et donc, j'ai pas à pitcher un marché qu'ils comprennent pas. Eux, ils ont envie que Vasco fonctionne parce que quand ils sont dans les conseils d'administration, ils trouvent que de temps en temps, c'est un peu artisanal. Artisanal, c'est le bon mot. Moi, dans notre conseil d'administration, c'est très artisanal. Ouais, anyway. All right. Fait que fais-moi donc l'anatomie d'un bon pitch de fundraising, genre. Tu sais, ça ressemble à quoi, genre? Ouais. Alors, ça dépend dans quel stade tu es. Founder Market Fit, Product Solution Fit, etc. Mais pour ton audience, on va aller chercher quelque chose entre Seed et Series A, si tu veux. La première slide, les investisseurs, il faut que tu saches, c'est qu'ils envoient 1000 des boîtes. Donc, déjà, le pitch, il est surévalué dans mon truc. Principalement, si tu as créé une relation avant, le pitch n'est que la confirmation de plusieurs conversations que tu as eues. Mais dans ton pitch, ce que tu dois avoir, c'est l'investisseur et les gens autour de la table doivent comprendre très rapidement ce que tu fais. Il faut vraiment pas le surcomplexifier. Il faut que ce soit clair, quitte à enlever de la nuance ou du détail qui est important. Donc, il faut que dans la première slide, tu arrives et tu dises bold mission, like, ce que le produit fait, voilà, c'est ça. Et après, on te recommande fortement, dans ce stade-là, de commencer à ne pas parler de la solution immédiatement, mais de parler du problème. Pourquoi le problème a émergé, pourquoi le problème est important et pourquoi c'est un problème qui est douloureux sur lequel les gens auraient de l'action à faire. Tu vois. Donc, par exemple, pour un Vasco, le problème, c'est qu'une tonne d'entreprises qui ont des super produits en B2B meurent, pas parce qu'ils ont le mauvais produit, mais parce qu'ils manquent l'étape de commercialisation. Et pourtant, il y a tout un pan de connaissances qui sont non appliquées parce que trop compliquées. Après, tu fais la solution, tu peux parler un peu de ton produit, et puis après, tu parles de ta compétition. Puis après, tu rajoutes une slide sur comment est-ce que tu penses que tu vas aller au marché, canaux de distribution, mais tu n'as pas l'air elle est trop compliqué. Il faut que quelque part, les gens se disent dans tout ça, dans ces slides-là, que si tu réussis, il y a du risque, mais ça peut être gigantesque. Et puis évidemment, tu parles de l'équipe et tu dis pourquoi est-ce que ton équipe est la meilleure pour pouvoir exécuter ça. Et à la fin, tu parles de termes que tu vas chercher et tout. Ma petite recommandation pour les fondateurs, c'est qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour un investisseur que de se dire qu'ils seront éventuellement le dernier chèque dans une ronde de financement. Et donc, si tu es capable, dans ta ronde de financement, si c'est ta première, d'être allé chercher d'autres personnes qui sont des business angels ou des angels investisseurs ou des gens, etc., de l'industrie, tu dis, je lève 1 million et regarde, j'ai déjà sécurisé 400 000. Ah, ok, il allait chercher de l'intérêt et moi, je mets en moyenne des chèques de 600 à 1 million. Hein, du coup, si je mets mon chèque, la ronde arrive. Là, il y a de l'intérêt. Tu dis, finalement, il y a de l'intérêt. On va lever 2 millions et puis on a déjà ça, etc. Mais essaie de toujours arriver avec peut-être un peu de capital et que l'investisseur qui rentre si c'est possible et se dise, si je mets le chèque, la ronde arrive et on est parti. C'est bon. C'est un excellent truc. Côté pricing, Vasco, c'est-tu un modèle SaaS un peu classique? Modèle SaaS classique, on a pas mal itéré sur le pricing, c'est un modèle on a un côté SaaS, mais on a un côté où on aide, on les accompagne, donc c'est les gens qui sont avec nous, on a des revenus architectes en interne, donc tu as la solution et on t'aide à implémenter aussi avec la solution. Ça. Puis ça, c'est une ligne d'affaires qui fait du sens de par, I guess, la complexité / nouveauté un petit peu de l'offre. Oui, surtout pour les startups. Pour les scale-up, elles ont déjà quelqu'un en RevOps. Donc, du coup, c'est plus du pro-services qu'autre chose. Puis, on a voulu réduire notre prix pour pouvoir augmenter l'accessibilité de la solution. Mais donc, on a rajouté un modèle par siège, per seat. Donc, du coup, si tu grandis avec Vasco, on a fait l'outil moins cher au démarrage, mais à ce moment-là, si tu grandis et que tu as toute ton entreprise qui commence à l'utiliser, à ce moment-là, nous, on bénéficie un peu aussi de l'accélération qu'on a pu te donner. Puis j'en ai parlé beaucoup avec Alexis Boucher quand il est venu sur le podcast, mais j'imagine que si dans ton go-to-market, il n'y a pas un play de vente, c'est moins pertinent d'utiliser Vasco, right? Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Si tu es pur self-serve,
Je pense qu'il y a des outils qui sont meilleurs que Vasco. C'est bon. Mais si tu as un mix de self-serve et de vente, là, ça commence à devenir compliqué parce que tu as deux motions et là, tu commences à perdre ta vue de comment, etc. Là, déjà, Vasco commence à devenir intéressant. Puis, comment vous le dogfoodez à l'interne? Vous l'utilisez vous-même, j'imagine? C'est vrai, ça, alors, en termes de accountability, c'est assez marrant. Tu as tous les devs qui regardent les chiffres de Vasco sur Vasco tous les jours. Ouais, exact. En plus, on a lancé une fonctionnalité dans laquelle ça t'envoie la progrès de tes chiffres tous les jours par un email qui est bien segmenté, etc. Ouais. Donc, toute la boîte voit ça. On a fait le plan, là, on a levé le seed, le plan de croissance. Ouais. Pour aller jusqu'à la série A, il est dans Vasco. Ouais. La mesure du plan est dans Vasco. Le plan de recrutement, il est dans Vasco. La mesure de suivi et tout est là. Et c'est incroyable ce que ça fait en termes de toi-même en tant qu'utilisateur de ton produit. Tu rends le produit meilleur parce que tu es là. Et puis l'équipe d'ingénierie connecte avec le client de façon infiniment plus forte. Fait que là, vous êtes à product market fit, à trouver le product market fit, ou tu dirais que vous l'avez pas mal? Ou... Voilà, on est sur le bord là. Sur le bord, OK. On est vraiment sur le bord. Fait que comment que t'es allé le chercher, ça, en termes de go-to-market? Tu t'es dit, écoute, il y a des fonds de VC qui ont un portfolio de startups et ou de scale-ups qui ont besoin de mon produit, je vais genre taper là-dedans, rentrer là. T'as un gros réseau avec ton parcours, tu vas aller voir tous les autres founders que tu connais. Au début, j'imagine ça ressemblait à ça? Ou... Et en fait, je vais même te raconter un truc encore plus marrant, c'est que quand tu fais tes user interviews, eh ben, tu le fais avec des clients potentiels. Bah déjà, tu as ta liste de 100 personnes à qui tu peux demander d'essayer le produit quand tu commences à le sortir. 100%, ouais. Et donc, tu allais demander des conseils. C'est des gens qui sont typiquement des évangélistes. Donc, on a démarré avec ça. Et on a démarré avec quelques boîtes, des VC, etc. Et puis, mon réseau existant. Et là, on a lancé le produit et on s'est dit, ça va super bien marcher. Évidemment, on avait tout pensé, etc. Et on n'a pas réussi à mettre nos premiers clients live. Ah ouais, comment ça? Eh ben en fait, c'est probablement des erreurs la plus grosse erreur qu'on a fait au tout début. J'ai sous-estimé quelque chose qui était ressorti clairement dans les user interviews. OK. Le garbage in, garbage out à l'intérieur des CRM des différents clients. Nous, garbage in, garbage out. C'est-à-dire que c'est tellement mal, il y a tellement de dettes techniques, c'est difficilement configurable, etc., que tout le monde veut ce que Vasco t'offre, mais que quand tu la plugs à la donnée, il y a trop de trous dans la raquette dans le CRM pour pouvoir faire en sorte que ce soit accéléré. Bon, ouais. Et c'est pour ça que c'était important de rester en stealth mode et de pas aller sur le marché en mode regarde. Parce que là, si on avait fait ça, on aurait fait un pop and drop. Parce que comment est-ce qu'on a fait? Nos premiers clients, moi j'ai créé une relation personnelle avec l'intégralité d'entre eux. Limite, je leur donnais un peu de mission de conseil aussi en tant qu'entrepreneur, etc. Et on a itéré sur le produit. Et là, on a parti sur 6 à 7 mois de roadmap pour fixer les problèmes qu'il y a dans le CRM. Et donc, à l'intérieur de Vasco, la première valeur que tu as aujourd'hui, c'est que tu as une dette technique dans ton CRM qui est gigantesque et qui t'empêche de sortir les données comme tu devrais. Et on a mis tout en place, des règles, un outil de radar, de l'enrichissement de données internes, externes, etc. pour fixer les problèmes que tu as dans ton CRM. Tout le monde voulait l'outcome, mais personne n'est capable de le faire. En fait, c'est parce que la matière première n'était pas assez bonne. 6 à 7 mois dans les tranchées de roadmap, à aller fixer les trucs les uns après les autres. Une fois qu'on a eu ça, on a pu mettre nos premiers clients live. Et là, les premiers clients, ils ont commencé à parler à d'autres personnes. Et puis, nos VC, ils ont commencé à dire « Ah, ce serait bien que cette boîte dans le portefeuille utilise ça. » Et puis, on a eu un peu de trucs comme ça. Okay. Et puis, on a démontré... On a fait des partenariats avec les communautés dans lesquelles il y a les gens. Et puis, on a commencé à avoir accès à ces communautés-là qui ont commencé à nous référencer. Et donc, on a pu aller chercher des techniques d'outbound et d'inbound classiques dans des communautés. Parce que tu sais que chez Pavilion, les gens, ils aiment l'architecture de revenus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on a... Pour l'instant, c'est tout ça qu'on a démontré. Très cool. J'ai le goût de parler de toi un petit peu. Genre, personnellement, dans ton parcours Vasco, j'ai envie de comprendre le contraste entre tes premiers mois dans Vasco puis tes derniers mois. Genre, au niveau responsabilité, opération, y a-t-il quoi qui a changé pas mal? Là? Ouais, énormément. Les premiers mois, on a passé sur comment est-ce que je me suis dit que je devais recalibrer mon esprit. Et puis là, tu es dans le garage avec ton cofondateur. C'est pas un garage, mais c'était une salle ou un bureau, tu vois. Tu commences à itérer sur l'idée, faire les interviews utilisateurs et surtout ne faire que des designs, ne rien écrire jusqu'à ce qu'on ait validé que l'idée peut rencontrer un marché, ne serait-ce qu'en interview utilisateur. C'est vraiment, tu te lèves le matin and you do things that don't scale. Tu fais vraiment tout t'as pas besoin de mettre en place de système ou quoi que ce soit. Tu vas full scrappy. Full scrappy, voilà, merci. Puis après, on a fait un peu d'évolution, on a commencé à recruter des ingénieurs. Donc là, tu commences à mettre en place un premier système pour créer ce produit et itérer très, très, très vite sur ce produit avec tes premiers clients.
Puis après, on a commencé à avoir les premiers clients qui nous aiment et qui commencent à nous référencer. Et c'est là qu'Alexis nous a rejoints pour commencer à lifter un peu la partie go-to-market. Donc moi, mon attention, j'étais la seule personne qui était en train de faire de la vente, qui parlait aux clients. J'étais leur orchestre, tu vois. Je faisais le lead sourcing, le closing, le customer success, le service après-vente et j'apportais le café, tu vois. Je faisais tout. Et là, à un moment, tu dis, bon, bah, maintenant ça marche, il va falloir que je vois si je peux mettre un peu d'accélération. Et donc là, Alexis est arrivé et ensemble, on a commencé à monter le pipeline avec des stratégies d'acquisition client, etc. Okay. Et donc, sans me distancer trop de produits, je me suis un peu plus distancé. Puis après, ça a commencé à bien marcher. Donc, il y a Justin qui nous a rejoint pour toute la partie Customer Success. C'est un ancien utilisateur de la plateforme qui l'a utilisé dans son entreprise, qui est tellement tombé amoureux du produit, qui nous a rejoint. Et en plus, je le connais depuis longtemps parce qu'il était chez Chronogolf à l'époque. Puis là, on a levé la ronde de financement. Et donc, maintenant, là, on doit commencer à mettre en place du scale. Et donc, on est en train d'appliquer segmentation des gens sur là, recruter en marketing, en SDR, en vente, en Customer Success, mettre les playbooks, les automatisations, le ramp-up, tout ce qui vient derrière, etc., etc. Donc là, on est en train de vraiment appliquer la partie. Et donc, moi, mon rôle, c'est de m'injecter là où il n'y a pas encore. Ouais. Mais mon rôle le plus important, c'est de commencer à de moins en moins avoir besoin de moi. Ouais. S'il n'y a plus besoin de moi pour closer une vente, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Ça veut dire qu'en fait, ça commence à fonctionner. Et donc, mon rôle a commencé à passer plus vers le enabling people et recruter. Recruter des gens. C'est cool, c'est une belle phase. C'est marrant. Ouais, vraiment cool. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough, Guillaume, à propos de travailler avec toi? Je suis très exigeant. Exigeant, je l'entends souvent, celle-là. Je suis très, très exigeant. Envers toi-même et les autres. Oui, mais après, par contre, je donne beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui sont également exigeants et qui aiment la qualité, etc., je donne beaucoup. De mon temps, etc., etc. J'espère que c'est la perception que j'ai. Nice. Mais je dois pouvoir de temps en temps être un peu... C'est bon. Écoute, je parlais avec un founder one-on-one l'autre jour, puis ça m'a fait ajouter une question dans le flow de mon pod qui est à propos des moments vraiment tough, puis comme plus sombres, un peu des entrepreneurs et ou des employés qui passent sur le pod. Fait que la question que je te lance, y en a-tu un deepest, darkest pit of despair ou un moment vraiment plus sombre que tu as vécu, que ce soit avec Chrono, Lightspeed, là, Vasco, que t'es game de partager, mettons? Ouais. C'est un environnement plus qu'un moment en particulier. Okay. C'est une période de temps. Mais tu sais, c'est en train de revenir un peu mieux, mais il y a toute une période où, avant 10-15 ans, personne ne voulait être entrepreneur et maintenant tout le monde veut être entrepreneur. Et parce que ce que tu vois, c'est le côté cool de l'entrepreneuriat. T'es dans les médias, on discute, on a ce pod ensemble, on partage nos histoires, c'est cool, tu vois. C'est la partie sympa. Mais ça, c'est 5% du travail de l'entrepreneur. 95%, c'est de créer quelque chose là où il n'y a rien et de rassembler des gens qui sont là pour créer cette aventure et de la financer. Et donc, en fait, tu es souvent, toi, l'employé le plus bas dans la hiérarchie de ta propre entreprise. Mais dans Chronogolf, on a levé cette première ronde de financement et les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer. Mais au début, puis après on a réussi à vraiment faire cette transformation. Mais il y a toute une période de temps où nous, on devait démontrer qu'on était capable, avec les cofondateurs, de faire un produit, etc. Parce qu'on était deux financiers qui n'avaient pas cette crédibilité. Donc on a utilisé l'intégralité de ce qu'on avait en économie. Et puis on avait divisé nos salaires par 2 quand on travaillait en finance pour financer les ingénieurs. Donc on est arrivé, on a levé la première ronde de financement à bout de bras. Il nous avait fait confiance, mais ça faisait 3 mois qu'on était en train de puiser l'intégralité des réserves personnelles. Et puis pour pouvoir démontrer que non, nous n'étions pas des financiers, mais nous étions des opérateurs, on s'était versé un salaire inférieur à 40 000 $ par an à l'époque. Sauf que payé sur juste la moitié de l'année, puisqu'il y avait une partie qui était là, et comme on avait vidé nos REER, on a eu un retour d'impôt des plus douloureux. Donc j'ai vécu en fait pendant 4 ans en négatif sur ma carte de crédit, avec un salaire vraiment petit, puis après on a réussi à réajuster ça. Mais et là, en plus, tu as la plateforme qui commence à rentrer, les ventes commencent pas forcément à avancer comme tu le voudrais, tu fais attention à toutes tes fins de mois. T'étais en finance dans un truc de capital de risque, t'as l'impression que t'as pas connu l'échec. Là, tu te prends le truc comme ça, tu te lèves le matin et en plus tu te fais hurler dessus au support à la clientèle par quelqu'un dans ton truc. Et puis comme il y a personne d'autre, les shifts de week-end, c'est toi qui les prends. Donc entre 8h du matin et 6h du soir le samedi et le dimanche,
même si tu as pris une petite soirée arrosée le vendredi, c'est quand même toi qui es là, tu vois. Et là, c'était vraiment, 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 vraiment dur. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé, et puis par un miracle, on a réussi à relever la 2e ronde de financement, mais il y a un moment où on s'est dit que ça allait pas le faire. Étais-tu en couple à l'époque? J'étais en couple à l'époque. Ouais. Ça a-tu été difficile, cette relation? Ça nous a énormément renforcés. Okay. C'est ma femme maintenant. Ah, félicitations. Donc, tu vois, ça s'est bien passé. Puis il y a un côté qui est sympa de te dire, elle a vu ça. Ouais. Elle n'a pas vu juste le moment après où c'était facile et tel truc. Elle a vu, elle était un support à ce moment-là. Pour moi, ça a été un énorme renforcement. Wow. Ouais. Mais oui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu Chronogolf après. Oui. Et qui se disent, mais c'était une aventure incroyable. Mais l'aventure incroyable, elle a duré 7 ans. Il y a 4 ans de dur labeur. Ouais, parce que dans toute bonne histoire, il y a des épreuves, puis dans toute épreuve, il y a de la douleur. C'est pas facile, genre. Et tu te lèves le matin, nous, on avait pris de la dette pour continuer à financer l'entreprise, donner du runway parce qu'on y croyait. On était en garantie personnelle sur pas loin d'1 million de dettes. Hein. Gères-tu bien la pression puis le stress de façon générale? Alors, je dors comme ça. Donc ça, c'est une chance que j'ai. Je suis pas dans mon lit en train de regarder les étoiles. Donc je suis très stressé, mais quand je dors. Et ça, je pense que ça m'aide à recharger. Ouais, c'est un power, man. C'est un power. Mais donc, pour ceux qui veulent se lancer, tu vois, c'est ça. Tu te lèves le matin et c'est le nœud gordien de l'intégralité des problèmes qui arrivent dans ta boîte. Mais si tu crois, t'aimes ce que tu fais, l'aventure humaine que tu crées, tu penses que tu fais quelque chose d'utile, t'aimes créer, etc., ça vaut ça. Mais sache que 90% ou 95% de ton travail, c'est pour ce 5% de moment-là. Mais c'est pas une balance inverse. Hein. Parfait. T'es d'accord, non? Écoute, moi, j'ai comme grandi différemment dans l'entrepreneuriat. J'ai été très chanceux. J'ai commencé comme stagiaire chez Snipcart. Fait que, au début, j'ai pas pris de risques tant que ça. Je me suis donné beaucoup, puis j'ai pris un peu d'équité, puis après, je suis devenu le CEO, puis j'ai continué de me donner, mais j'ai pas beaucoup pris de risques personnels. D'accord. Ça, c'est un luxe que, quand j'étais jeune, je comprenais même pas que j'avais ce luxe-là. Tu comprends? Je m'en rendais pas compte, genre que la paye rentrait à chaque mois, puis que tous les employés c'était bien géré, puis que anyway, genre tout ça là, l'admin en arrière. Aujourd'hui, je le vis un petit peu plus avec ça se passe parce que j'ai lancé ma propre entreprise, je suis seul, je l'ai financé moi-même, fait que je vois mon cash descendre. Puis ces choses-là, puis c'est moi qui ai comme la responsabilité de faire les ventes pour m'assurer que les salaires puis les contractants que j'ai, je puisse les assumer. Fait que je le vois, mais je l'ai fait avec un coussin, right? Parce que j'avais vendu Snipcart. Fait que je pense que j'ai pas eu une exposition au risque aussi intense que des founders comme toi, tu sais, avec ton expérience chez Chrono. Mais alors, dirais-tu que la deuxième entreprise, elle est plus facile que la première? Oui, pour moi, dans le fond, il y avait un lot de sentiments d'imposteur épouvantable dans la première. Là. Ça m'a pris des années réussir à me dire, genre, oui, je suis assez technique pour parler avec des développeurs. Oui, je suis assez technique, je suis assez éduqué ou confiant pour gérer le produit. Je suis capable de gérer des gens. Tu sais, c'est que ça a comme été un terrain de jeu très long avant que je prenne la confiance. Aujourd'hui, je suis confiant. Puis je suis confiant, puis je suis genre équipé d'un réseau de fous dans la tête. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup moins d'anxiété puis de syndrome d'imposteur. Je suis comme I'll fucking figure it out. Genre, je suis bon, là, genre, je suis capable de faire des trucs nice, maintenant. Mais souvent, on te recommande dans ton entreprise, quand tu n'as jamais fait un travail, de le faire avant de le déléguer. Puis toi, tu as dû faire tout ça. J'en ai fait beaucoup, Par peut-être les métiers un peu plus techniques, mais maintenant, dans la deuxième, tu les as déjà fait, donc tu as déjà ces premiers réflexes. Ouais, j'ai une bonne idée. Puis, tu sais, le syndrome de l'imposteur plus grosse éthique de travail, ça fait en général des gens extrêmement performants. Parle-moi de Jean, justement. T'as-tu de la misère de façon générale à embaucher? Ou pour Vasco, ça a bien été? Alors, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des gens qui m'ont suivi, que je connais. C'est beau, ça. Chez des ingénieurs, il y en a plein qui sont des gens avec qui on avait construit Chronogolf, qui chez Lightspeed aussi, on avait une partie du parcours. Tu vois, par exemple, Alex, il était plus chez Lightspeed, mais tu vois, il est revenu. Justin, pareil. En ingénierie, j'ai des gens comme Jérémy, Laurent, etc. Donc, j'ai pu avoir ce pool de talents dont on sait qu'on travaille très bien ensemble et dans lequel on a déjà cette relation préexistante. Cool. Ça, c'est vraiment probablement le truc qui aide le plus. Parce que avoir des gens seniors quand tu es un premier founder, c'est tough. C'est très, très tough. Parce que t'as pas ce système de crédibilité qui vient avec. Donc, j'ai cette chance. Par contre, maintenant,
on épuise un peu ce réseau-là. Et Oui, parce que tu scales. Exact. Ouais. Mais le truc que j'avais le plus regretté dans Chronogolf, c'est qu'on n'avait jamais embauché de personnes pour faire du recrutement. Et donc, à chaque fois, c'était nous qui faisions le recrutement. Donc, le recrutement, ça veut dire sourcer du talent, mettre en place les choses, le système HR, etc. Mais quand tu es une entreprise en tech, ton talent, c'est ta boîte. C'est vraiment, c'est toute ta boîte. Et pourtant, tu traites ça comme j'ai fait tous mes tâches de la journée, je vais faire un peu de recrutement. Ou alors, tu as une personne, tu sais que cette personne ne marche pas, mais tu dis j'ai pas la force de repartir au marché, de repartir vers un truc, de réembaucher, de reformer, etc. etc. Donc, le petit hack, s'ils veulent utiliser, c'est avant de faire n'importe quel recrutement, après qu'on ait levé seed chez Vasco, j'ai recruté le meilleur recruteur que je connais. Recruteur. Ouais. Exactement, qui maintenant lead tout notre département talent et culture et qui a un impact démentiel dans l'entreprise, mais qui nous donne cette capacité de s'assurer de garder la densité de talent avant cette prochaine phase. Comment tu penses que le boom en AI va impacter le B2B software au niveau de la vente en B2B software? De la vente pure, OK. Ouais. Parce que pour moi, le boom en AI dans la partie comment ça va transformer les softwares eux-mêmes, je te dirais que c'est le même shift tectonique que quand on est passé de software on-premise à cloud software. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es sur le cloud que tu vas forcément remplacer le software, mais si tu n'es pas sur le cloud, tu vas probablement mourir d'ici 8 à 10 ans. Le AI aujourd'hui, c'est pas parce que tu es AI ou que tu as des features AI que tu vas gagner, mais si tu n'en as pas, ça va devenir un peu plus compliqué. C'est juste façon de consommer la donnée et de la traiter de manière 100 fois plus rapide. Sur la partie vente aujourd'hui pure, il y a des trucs très marrants qui sont en train de se passer. Les gens parlent de vendeurs, avatars, SDR, etc., qui sont avant tout, etc. On n'est pas encore là. Est-ce que ça va venir? Il y a des gens qui croient beaucoup, il y a des gens qui croient moins. Timing, je sais pas, en fait. Mais en tout cas, on n'y est pas encore aujourd'hui. Par contre, là où les AI donnent un levier gigantesque, et il y a une nouvelle catégorie qui est en train de se créer avec les AI dans la partie vente, c'est toute la partie copilote. Donc, tu crées tes listes, tu les enrichis avec des données externes. Tu vas mesurer c'est quoi le intent des différents joueurs. Tu vas avoir un copilote qui va te dire tu devrais relancer de cette façon-là parce que cette personne a interagi comme ci, comme ça, comme ça. Et ça, c'était des travaux de recherche gigantesques. Et qui faisait en sorte que ce type de personnalisation n'était possible que quand tu avais des ACV de 50 000, 100 000, 200 000 $ et plus. Mais aujourd'hui, avec l'AI, tu es capable de faire du account-based marketing au niveau de l'individu. Parce qu'une personne peut aller chercher tout ça. Et il y a des gens qui commencent à s'appeler GTM Engineers, Go to Market Engineers, et il y a un truc là-dedans. C'est intéressant. Très intéressant. J'ai écouté, il y a le Go-to-Market Fund à Vancouver, je pense, ou dans l'Ouest canadien. Oui, absolument. C'est des gens très bien, d'ailleurs. Ouais, j'entends juste des bonnes choses, puis ils ont un podcast, puis je l'écoutais un petit peu là, sur le AI Outbound, mettons, faire du outreach custom, puis tout ça. C'est fou les affaires que tu peux faire à ce moment-là. Absolument, absolument. Et ce qui domine un peu la place, c'est Clay, qui est un outil... Clay, j'en ai juste entendu parler, jamais utilisé. C'est un outil qui te permet de créer des listes de prospects. Ça s'intègre avec plein de databases, puis ça fait de l'enrichissement externe, puis ça te permet de discuter, puis en fait, ça te fait tout ce que ça te prendrait une armée de personnes pendant 2 semaines, et ça te permet d'itérer beaucoup plus rapidement sur des messages, des listes, des ICP, etc., etc. Mais donc, une personne peut faire le travail de 3-4 personnes. Ouais, puis je veux dire, avec Deep Research d'OpenAI à cette heure, tu peux faire incroyable. Ça. Ça n'a pas de sens. Je l'ai essayé pour la première fois. Incroyable. Incroyable. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va Il faut intégrer des outils d'AI à l'intérieur du go-to-market pour ramener de l'efficacité. Ça fait ta mission à toi, big time. Voilà. Mais les gens, ils y réfléchissent énormément en mode ça va remplacer les gens. Non, ça remplace des workflows. Ouais, 100%. J'ai une question un peu funky, mais funky. À toi d'ouvrir autant que tu veux. Quel SaaS vous utilisez à l'interne, vous, qui vous amène le plus de bonheur? Moi, le software qui est mon modèle, c'est HubSpot. C'est une entreprise que j'ai énormément suivie. C'est en plus dans l'industrie de l'architecture, tout ce qui est revenu, CRM et compagnie. C'est un produit que j'ai vu évoluer quand c'était juste un outil d'automatisation, et comment est-ce que eux, ils ont réussi à toujours continuer à innover, à créer un CRM, un outil de ticketing, puis après un outil de support et tout pour continuer à être pertinent. À devenir une brand média même aujourd'hui. Là. À devenir une brand média. C'est insane.
toute l'académie qu'ils ont mis en place pour éduquer leur marché. Donc, cette stratégie-là. Marc Roberge, qui est le CRO de cette boîte, c'est quand même un CRO emblématique. C'est lui qui a été un des pionniers de l'architecture de revenus. La communication. Moi, j'ai appris le inbound grâce à HubSpot. Tu vois. Et ça a eu une transformation. Et en lisant Marc Roberge et Anne Ross, etc. Et ça a transformé Chronogolf. Et donc, j'ai un peu un attachement personnel à ce produit-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre SaaSpace plus utile pour toi et ou ta team? Pour moi, déjà, je trouve que la démocratisation du contenu que vous êtes en train de faire pour démystifier le SaaS, c'est vraiment super. C'est une voie qui marche bien. Je l'en entends parler dans plein de personnes dans mon réseau. Cool, donc, à un moment, le premier conseil que je dirais, c'est don't break things that work. Hein? C'est bon. Juste continuer comme ça. Je sais que tu réfléchis à faire aussi des trucs avec des capsules qui permettent de rentrer dans des formats plus précis et plus tactiques. Je suis très excité de voir comment est-ce que ça va se traduire. Il y en a plein qu'on va faire avec ta team aussi, avec Vasco et notre partnership. Exact. Les podcasts, tu vois, c'est un format génial pour pouvoir avoir une culture générale qui t'aide à ouvrir des portes. Mais descendre dans l'implémentation dans 2-3 ans. Je suis très excité par cette direction que vous prenez. Fuck yeah, on va le faire, c'est sûr. T'as-tu des shameless plugs, Guillaume, pour finir? Genre des jobs ouverts ou du monde que tu veux rencontrer, peu importe. Ouais. On recrute chez Vasco, donc n'hésitez pas à appliquer. Et puis, si vous voyez une utilité pour la plateforme et vous êtes un startup ou un scale-up, on est là pour vous aussi. Le plug que je voulais donner, c'est une entreprise qui s'appelle Le Chiffre. Le Chiffre, on a travaillé ensemble sur plusieurs clients qu'on a en commun. Cool. Connect and Go, etc. Le Chiffre, en fait, nous, on est un peu le fractional RevOps ou go-to-market. Eux, c'est le fractional CFO. Et à chaque fois que je travaille avec eux, je trouve qu'il y a un niveau de professionnalisme, un niveau d'engagement. Ils sont là, ils sont proches, ils vont au bout et tout. Et c'est un bonheur de bosser avec eux, de tel point qu'on se réfère nous-mêmes des clients respectifs. Donc, c'est vraiment hot, ça. Je suis assez proche de Jérôme 5 Mars qui est là-bas, qui est un type que j'aime beaucoup. Donc, ceux qui ont besoin d'outils de fractional CFO, Le Chiffre, c'est vraiment top et je vous recommande leur service. Nice, man. Ben merci, c'est une double plug pour moi parce que c'est un partner. Non, mais c'est cool. Je suis vraiment... J'ai juste appris ça aujourd'hui que vous travaillez à ce point-là ensemble. C'est fucking nice, man. Cool. Puis si le monde veut appliquer, j'imagine qu'on fait juste Vasco carrière puis on va trouver ça rapidement. Vasco.app, page carrière, tout est là. Vasco.app/carrière. Si les gens ont des questions sur ton parcours ou juste Vasco en général, t'es-tu game qui t'écrivent sur LinkedIn ou un truc comme ça? Bien sûr. C'est Guillaume Jacquet sur LinkedIn? Oui. Guillaume, à chaque fois que je te parle, dude, ça me craint, j'en apprends. T'es un érudit du SaaS, dude, puis c'est vraiment un plaisir de t'avoir eu sur le pod, mon gars. Écoute, pareillement, c'était vraiment super cool. Merci. All right, folks. Avec SaaSpace, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur SaaSpace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit SaaSpace. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer et collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont SaaSpace, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur SaaSpace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive.
Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saaspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saaspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller voir sur saaspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!